Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Dread sur le Tape. Ici votre animatrice préférée, Shirley Theroux. Et je suis très content de vous recevoir une autre semaine, une autre fois, une autre vie, un autre amour. J'espère sincèrement que vous allez bien. Hein? C'est l'automne et on tombe en amour. Musique. Non. J'espère que vous allez bien et j'espère que je fais pas souvent de retour nécessairement sur les épisodes passés, mais j'espère sincèrement que vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière avec la fabuleuse France Saint-Louis. Je le dis parce que des fois, les gens sont plus sceptiques de cliquer sur des liens ou des noms qu'ils connaissent pas ou quelque chose. Je vais mieux le dire. Si ça vous avez pas le temps de cliquer là-dessus, ben regarde, prends une petite minute, prends un petit temps, puis va cliquer. Regarde, je veux dire, c'est une femme extraordinaire. Tu découvres une grande dame du hockey qui a marqué l'histoire, puis qui a des bonnes histoires, puis des affaires de comment ça se fait qu'elle a déjeuné avec Wayne Gretzky à Nagano. Ben, c'est ça. Mais tu veux le savoir, ben faut que tu cliques. Sinon tu le sauras pas. Donc, France Saint-Louis qui a vraiment été un coup de cœur, cette femme-là, une rencontre là, vraiment que j'ai vraiment au niveau humain, un réel coup de cœur que ça a été de la rencontrer et de la recevoir au podcast. Donc, check it out. Je voulais vous parler aussi, évidemment, je récidive encore une fois avec le Pro Shop culturel, ce nouveau segment que j'ai maintenant où je vous suggère des œuvres reliées du côté culturel, du hockey et de proche ou de loin. Et cette semaine, je me suis dit, je vais tirer l'élastique, je vais les tester un peu, voir, et j'y vais du côté des arts visuels. Oh non, n'avancez pas tout de suite parce que je pense que j'ai quelque chose pour vous qui saura vous plaire, que vous soyez plus hipster ou douchebag. Tu essaies de couvrir vraiment le spectre. Non, mais dans le sens que c'est un artiste visuel que vous connaissez probablement, que vous soyez dans les arts ou pas du tout, parce que c'est des œuvres qu'on a vues, mais qu'on se dit, oui, j'ai déjà vu ça, mais je pourrais pas dire c'est qui. Et c'est un artiste canadien qui s'appelle Ken Danby. OK? Ken, K-N, Danby, D-A-N-B-Y. C'est un artiste, majoritairement un peintre. Et il est décédé maintenant, il est décédé en 2007. Mais il y a des peintures de lui qui sont des classiques. Et il y en a même une que j'ai acheté une réplique, bien sûr. Et je pense, si vous êtes en même temps, alors googlez ça, At the Crease, le crease du gardien At the Crease. C'est une fameuse peinture d'un gardien de but de l'époque, avec son masque, qui est vraiment dans une position de gardien de but de l'époque. Et ça, c'est vraiment une peinture qui est vraiment ancrée là, dans l'imaginaire collectif canadien. Vous allez la voir, je suis sûr que vous avez déjà vu ça quelque part. Et moi, il y en a une autre que j'ai de lui, qui est une réplique de Lacing Up, qui est un genre de bas de corps de gars qui attache ses patins. C'est que j'ai dans mon bureau parce que je trouve que c'est la parfaite métaphore du bureau d'un humoriste. Là. C'est-à-dire, c'est un peu comme la chambre d'hockey, mais le bureau de l'humoriste, c'est là où on se prépare, où on écrit des idées avant d'aller sur la glace. C'est-à-dire la scène et des fois... ça marchera pas. Mais non. Donc j'aime vraiment j'ai vraiment quelque chose de très cool, je trouve, avec ces peintures, c'est une approche vraiment assez réaliste. Mais je trouve ça cool de faire découvrir ce genre d'affaires-là. Tu sais, j'ai parlé des films, j'ai parlé d'affaires comme ça, mais je trouve que des arts visuels aussi, puis des fois, il y a des comptes même Instagram que je vais vous suggérer, des trucs comme ça. Mais ça en est un, Ken Danby. Juste allez le googler, allez regarder ça tranquille pendant que vous écoutez le podcast. C'est vraiment... c'est jamais plate de découvrir des artistes canadiens, québécois, peu importe, qui ont vraiment marqué la culture. Lui, c'en est un qui, je pense, qu'il a même reçu l'ordre peut-être du Canada, si je me trompe pas. Entre bref, si je me trompe, écrivez-moi pas, là, c'est pas si grave. Mais allez checker ça, Ken Danby. Puis si, je réitère, hein, si vous avez des suggestions, des fois, que ce soit peu importe, des films ou des trucs que vous dites, hey man, j'aimerais ça que tu parles de ça, ou moi c'est quelque chose sur lequel j'ai tripé, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de regarder ça. La banque n'est jamais assez remplie de suggestions culturelles. Et voilà. Aujourd'hui, on a un épisode spécial là, que beaucoup m'ont demandé, hey, vas-tu être dans saison? Je l'ai manqué. Personne m'a jamais demandé ça de même. C'est vraiment une interprétation personnelle d'un message écrit, un peu comme un texto que tu interprètes de manière hostile, alors que c'est simplement un non, je ne veux pas aller manger avec toi, Daniel. Alors, c'est un épisode que j'ai enregistré au ZooFest cet été, mais quand je dis cet été, je parle de l'été dernier, l'été 2019. Dans un tourbillon d'événements, j'avais plusieurs choses au ZooFest, il y a des gages pour tout ça, puis ça a été comme avec l'énergie qui m'est de cette semaine, de cette semaine-là, de ce tourbillon-là, puis du high et du premier gala juste pour ça, ben, on a enregistré un épisode avec monsieur Guillaume Latendresse. Et pour la petite histoire, Guillaume est en fait l'invité prédestiné pour le party de Dread sur le Tape. Et finalement, il y avait eu un désistement.
Et la vie nous a fait le cadeau et le bonheur de nous envoyer M. Martin McGuire. Martin McGuire, qui a eu la gentillesse de venir et qui a donné un épisode magique qui est d'ailleurs déjà paru cette saison. Et donc, ce n'était que partie remise pour Guillaume. Et donc, on a excusez, je suis en train de faire un mini ACV, puis je le savoure. Donc, on a réussi à parler à Guillaume, qui est un très bon ami du cousin de Jay du Temple. Là, vous allez dire quel lien boiteux, mais en fait, c'est que Jay est un bon ami et je connais bien son cousin Danick, et ça a été vraiment la clé pour nous envoyer ce cher Guillaume, qui est un très bon vivant, qui adore jaser, qui est un gars très plaisant. Et comme vous l'avez sûrement remarqué si vous écoutez le podcast depuis quelques années, la tradition veut que je reçois toujours de manière complémentaire comme un assistant au capitaine que je suis, monsieur, excusez, je m'étouffe en même temps, Sam Breton, humoriste. Écoute, humoriste de naissance. C'est un gars qui est né humoriste, Sam Breton. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai vu son spectacle récemment parce qu'il a déjà commencé sa tournée au Pic Puis Appel. Au Pic Puis Appel, le titre le plus approprié pour Sam Breton. Et c'est un spectacle majestueux. C'est un conteur comme il s'en fait pas, Sam Breton. Il faut absolument aller voir en show. C'est un phénomène. C'est incroyable. J'adore vraiment. J'en ai mes parents en plus. Et donc, sa première médiatique est en janvier 2020. Mais sa tournée roule déjà depuis pratiquement 1 an. Donc, il va passer dans votre région, je vous le confirme. SamBreton.com, vous allez vous prendre des billets. Il n'y a pas de discussion à ce sujet-là. C'est bon? Non, je veux rien entendre. Tu prends tes billets pour Sam Breton. Il n'y en aura pas de déception. C'est ça qu'il fait dans la vie. Amène ton père, ton cousin, ton enfant. Ça buzz, là, ça buzz. Entre ça et sniffer de la colle, je prends quand même Sam. Ça donne une idée comment c'est un bon buzz? Non, voilà. Donc, je m'éloigne, mais vraiment, les enregistrements que vous faites sont toujours extrêmement plaisants. Il y a une électricité dans l'air. C'est des enregistrements live, hein, donc il y a une réponse immédiate et c'est toujours extrêmement plaisant. Après, si on prend les questions à la fin, là, j'essaie à la fin de répéter les questions dans le micro, mais ça se peut des fois là, que vous comprenez, vous montez un petit peu plus le volume ou vous collez plus proche de vos écouteurs pour entendre la question, mais j'ai essayé de vraiment faire ça le mieux possible. Sinon, t'as pas mal ça. La date, 21 juillet 2019. 21 juillet 2019 que j'ai rencontré Guillaume. C'était même un dimanche. Et donc, voilà, c'est un épisode qui est extrêmement plaisant. Je l'ai écouté là, en revenant de Gaspésie parce que je me rappelais plus de l'épisode. Et excusez-moi, des fois, là, mon articulation est extrêmement variable. Il y a même un moment où je dis quelque chose de complètement pas rapport. On parle de comment il fait chaud. Je dis, ouais, moins 25. Non, c'est l'inverse. J'ai des petits moments de démence où c'est genre de petite bande-annonce de quand je vais être vieux, comment ça sera pas beau. Mais somme toute, c'est un épisode fort agréable, fort plaisant. Et quelle combinaison létale! Ça se dit ça, ça? Parce que Guillaume et Sam, comme il s'appelle lui-même le cabochon en chef. Et donc, Sam aime bien dire qu'il vient mettre un peu de sriracha dans la soupe. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est pour notre plus grand bonheur. Je vous présente donc, enregistré au ZooFest 2019, messieurs Guillaume Latendresse et Sam Breton. Drette sur le tape avec David Bocage. Yes, sir. Hey, mon gars. Chris, le party le plus... Tu mettras l'alarme pour 10 minutes de la fin. Oui, je vais le mettre parce que je textais ma blonde. C'est pas le temps. Le party était pogné dans la loge, j'entendais. Oh, oui, mais c'est parce il y avait 2 lignes, juste une paille. Fait que là, on s'ostinait à savoir. En tout cas. C'est drôle parce que juste avant que je m'en vienne au podcast, j'étais avec Danick, qui est un ami de Guillaume, qui est probablement la raison pour laquelle Guillaume est ici ce soir. Probablement, oui. Et Danick, il me disait que Guillaume lui a parlé aujourd'hui, qu'il a demandé, là, Sam Breton, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, exactement ça. Je vais pas faire grand-chose ici. Ça volera pas haut, hein, Chris. Il arrive 5 minutes avant, là. S'il est pas trop préparé. Non, c'est ça. Je laisse tout ça à David. Moi, je dis de la merde, on s'en va. Est-ce qu'il y en a par applaudissement qui était ici l'année dernière avec le podcast de Pierre-Luc Dubois? Un petit applaudissement qui était ici? Ouais. Mais juste parce qu'on parle de Sam, l'année passée, Sam en milieu de podcast, comme un coup blindside a dit à Pierre-Luc pour aucune raison, toi Pierre-Luc, tu dois avoir une bonne queue. ça c'est encore une fois c'est dans ta collection là, qui c'est là que ça finit ça.
c'est le fun. Plus ça va, moins Guillaume. Non, mais il y avait sûrement un contexte, là. Non. OK. Bon. Un podcast devant le public. Non, mais en fait, c'est très content de te recevoir, Guillaume. Ouais, merci vraiment d'être ici. Et ce qui est drôle, c'est qu'on en parlait un peu avant, mais t'es pas le premier de la tendresse à venir à Dreadful Tape. Non, je vais être le seul, par exemple, qui va être diffusé. C'est ça qui est important. Les gens savent vraiment pas, là, ou ceux qui écoutent le podcast, mais en fait, j'ai reçu, la première année qu'on a fait le podcast, en fait, même avant la première année, c'était l'été 2016, je commençais à faire des podcasts, et je me suis dit, je vais faire des pilotes, je vais essayer des choses, et j'ai Guillaume, un frère qui s'appelle Olivier, qui a aussi joué, junior majeur. Ouais, en fait, il a une plus longue carrière que toi, c'est ça la joke. Ouais, pas le même montant d'argent, mais bref, puis Olivier, que je connais aussi par Jay du Temple, parce que ça, Jay qui vous connaît, il était venu faire le podcast de manière complètement gentille et volontaire dans la chambre chez mes parents, pas d'air climatisé, il faisait moins 1000, il suait, il était tout trempe là, pendant le podcast, catastrophique, c'est aucun plaisir pour lui déjà qu'il fait ça de manière... et finalement, tu sais, moi je commençais, j'étais pas encore bon, le podcast n'a jamais été diffusé, puis lui il est comme « Ouais, j'ai été. » Ils l'ont pas mis. Fait 4 ans qu'il doute de lui, mon frère, il est comme, comment je suis si mauvais que ça? Ouais, c'est ça, il m'a écrit, puis il était comme, c'est quoi, j'étais là-dessus, puis j'ai dit, honnêtement, c'est moi qui étais mauvais, je suis désolé. Mais je vais sûrement recevoir un autre moment donné. Mais d'ailleurs, il y a un autre gars que j'ai reçu au podcast aussi, dans les épisodes pilotes que j'ai jamais diffusés, c'est un gars qui t'a joué dans l'équipe des World Juniors, quand t'as joué. Et faut que tu trouves lequel, on a 1 heure. Non, c'est pas vrai. Non, c'est celui qui a un des noms de hockey les plus le fun à prononcer. Et qui était repêché en première ronde en 2005, l'année de ton... Sacha Pokulak. Bravo! Premier essai, Guillaume Lavandresse. Main d'applaudissements, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Là, quand même. Non, parce qu'au World Junior, j'ai pas joué beaucoup, tu sais. Ouais. Puis j'étais 13e attaquant, puis Sacha, c'était le 7e défenseur. Fait que j'étais toujours assis à côté. C'est juste pour ça, c'est le premier nom qui m'est venu dans la tête. C'est pas prévu, je savais pas prévu. Sacha Pokulak. Oui! Qui est un gars qui parle aussi français, c'est un gars de Montréal. Ouais. J'ai joué au hockey plus jeune toute ma vie avec lui. Ouais. Lui, c'était genre 12e ou 15e overall. Là, ouais, Washington, lui. Puis lui aussi, des commotions dans la Ligue américaine. Ouais. Mais lui, tu vois, il était venu au podcast à l'été 2016, avant que le podcast, dans le fond, existe. Puis vu que je savais que je recevais Mike Condon bientôt, j'étais comme, faut que j'en fasse un en anglais, faut que je me rôde. Puis lui, il parle complètement français, Sacha. Ouais, 100%. Et il parle aussi anglais, les deux sans accent. Puis il est juste arrivé, puis j'étais comme, j'ai fait semblant que je parlais pas français juste pour... Il a vu que j'étais un imbécile. Mais il entendait mon accent, mais on a juste fait le podcast en anglais, puis il m'a rodé, puis mais lui, il a aucune idée que son épisode n'est pas passé, il s'en crise vraiment. Donc, mais t'es en mode estival, là, t'es-tu en vacances? Ouais, je suis en vacances depuis le 21 juin, on a fini à la radio, puis je commence le 12 août avec mon équipe Midget 3. Sam s'est vraiment retenu de faire un commentaire quand t'as fait avec ton micro, et c'est sûr que l'affaire des vu sa face de ça va pas être comme ça tout le long là. Non, mais je veux dire, je trouve ça malheureux parce que les gens, à part ici, verront pas, mais j'adore la chemise à motif et les gougounes qui prouvent que t'es en vacances, j'adore ça. Oui. Il m'a demandé, y a-tu un dress code? Oh non, j'ai dit non. J'ai pas pris de chance. Là, quand je suis arrivé, je t'ai vu, j'ai dit, ouais, il y en avait vraiment. Il m'a dit, un hoodie, si tu correct. J'ai dit, tu peux venir en hoodie sur lui. Il dit, non, je veux un hoodie de Tape. J'ai dit, ok. En ça, mon gougoune, c'est l'été. Mais les gens, savent pas dans la salle ou par radio, mais il sent extrêmement bon, là. Tu vois qu'il c'est un gentleman. Ben, je ferai le tour après. Les gens vont le sentir. Oui, on t'es en vacances, puis on m'a dit que t'étais un gros fan de pêche. Chasse, pêche et tout. Chasse plus que pêche, en effet, ouais. Parce que là, t'as posté des petites photos de saumon ou quelque chose, non? Non, de mon orignal. J'ai posté mon orignal, mon chevreuil. Bravo pour tes recherches, David. T'as posté une photo sur un lac récemment, non? Oui, mais j'ai le droit de faire du bateau sur un lac sans pêcher, matin. Wakeboard, pêche. Est-ce qu'on peut amener Olivier? On attend Olivier, s'il vous plaît. Mais il m'a dit qu'elle allait peut-être venir en plus, mais c'est sûr que non. Non, il y a un bébé de 10 jours, là. Ah oui? Ouais, on a de la misère à le voir, là, tu sais. Ok, non, c'est sûr qu'il est pas là un dimanche soir. Non, c'est ça. Surtout pas à 10h15, là. Non, impossible. Ou pour c'est le 3e biberon à cette heure-là, c'est la nuit qui commence. Et Dieu sait que c'est lui qui allait. Oui, exact, on le sait. Maudit stéroïde que ça fait à cette heure. T'es un fan de pêche, de chasse plus, mais surtout, je trouve que ça fit avec l'affaire, t'es apparemment un gros fan de country, de musique country. Ouais, exact. C'est vrai, ça? Ouais, moi, c'est musique country. C'est mes 3 ans à Minnesota qui m'ont fait en sorte que j'ai trippé là-dessus. Mais c'est country, musique francophone, c'est tout ce que j'écoute. Le reste... ça, c'est moins Minnesota. Ça, c'est moins Minnesota, musique francophone. Ouais, quand je disais là-bas, Michel Fugain,
T'es pas impressionné, tu sais. Ah ouais, t'es un fan de Michel Fugain. Michel Fugain, ouais, Sardou. C'était ton roman, c'est ça? J'adore tout ça, ces musiques-là. Fait que... Est-ce que tu écoutais ça avant les matchs? Ouais, tu checkeras, je pense, 2006, ma première année. Le magazine du Canadien m'avait demandé, ma liste de 10 chansons que j'écoute avant un match. Puis c'était Linda Lemay. J'adore les paroles. J'adore me grounder sa musique. C'est niaiseux, ouais, c'est vrai. C'est Bon, mais c'est ça. Ouais, C'est le moment culturel. Je te mets déjà, je te mets encore plus. J'adore le gars dans sa game avant, tu sais, avec ses écouteurs dans la chambre. Il parle pas, Guillaume, qu'est-ce qu'il fait? Le plus fort, c'était mon père. J'adore. C'est le fun parce qu'au championnat mondial junior, tu peux même écouter ça sur le banc. Oui. Imagine si on avait les AirPods dans ce temps-là. J'aurais pas donné une à Sacha Poculoc. Sacha Poculoc. Non, mais c'est ça. Mais les World Juniors, parlons-en. C'était 2006. Ça, c'était après mon draft. Ouais, parce que l'année que tu as été drafté, puis tu avais fait le fameux camp du Canadien. Là, tu as vu comment ça marchait les médias à Montréal. Un petit cours d'initiation 101 parce que tu avais presque fait l'équipe. Tu vas l'échapper, anyway, c'est correct. Tu avais presque fait l'équipe, puis le monde s'était un peu emballé. J'y repense aujourd'hui, là, avec un peu de recul, tu avais 18 ans. Comment tu as vécu ça? Ça avait comme pas de bon sens. Ben, c'est dur, c'est spécial, c'est drôle, je parle pas souvent devant un public, tu sais, là, je sais pas regarder, je vois comme 3 têtes en avant, puis le reste c'est noir, fait que là, si je me regarde pas, je regarde à terre, c'est pas que je suis... Il y a vraiment juste 3 personnes, tu ouais, c'est vrai, ok, je vais vous parler de mais non, ça a été, puis comment l'expliquer, c'est, la façon que je le vois, je pense que c'est une naïveté. Justement, tu fais que tu connais rien, tu sais pas ce qui se passe, puis t'es jeté là-dedans. Puis le fait que ça soit à Montréal, j'étais chanceux parce que justement j'avais mes parents autour de moi qui étaient un support à tous les soirs quand j'habitais chez mes parents. Je jouais, 18-19 ans. Mes 2 premières années à Montréal, j'habitais chez mes parents. Ça fait drôle un peu de dire ça, mais j'avais besoin de ce grounding là où ce que mes parents m'emmenaient, cette opportunité là. Fait que ça a été vraiment une belle naïveté. Ça a été j'ai surfé sur un nuage. Tu sais, le monde disait la pression, mais je les ai pas senti cette pression là. Parce que c'était un nuage que je flottais dessus, puis ça allait bien, puis tout était beau, puis c'est l'année que, tu sais, ma première année, je fais 16 buts. Là, c'est l'année d'après, par exemple, que là, le nuage, je commence à comprendre que tabarouette, il y a des attentes, il y a des réalités, puis il y a des opportunités que t'as, que certaines personnes, il y a des attentes qui sont mises comparativement aux opportunités que t'as, qui sont dures à gérer, qui sont dures à faire, mais il reste qu'au final, ça a été une expérience exceptionnelle, puis ça m'a fait... j'ai appris beaucoup, honnêtement, là, puis ces 2 premiers camps-là à Montréal, quand je suis arrivé à Minnesota, j'étais comme, man, j'étais à la Ligue nationale, ici, là, c'est comme, il y avait un média, puis j'ai fini -3 le premier match, puis les gars étaient comme, on va te prendre bien, ouais, demain, on jouera à la game demain, puis on viendra pratiquer, puis j'étais comme, bon, à Montréal, c'est comme, je serais à 110%, à RDS, je serais partout en train de me faire bâcher, fait que c'est des réalités complètement différentes. Mais c'est ça, les 2 camps, ces camps-là à Montréal, ça a été exceptionnel. Ouais. Le camp à 18 ans, il y avait eu, je sais pas si c'était sorti ou quelque chose à la fin du camp, quelque chose, le fameux couvre-feu. T'avais manqué un couvre-feu. C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Hey, dis-nous tout, con. Ah ouais, hein? Non, mais c'était connu, tu sais. Non, mais ça, honnêtement, là, est-ce que l'histoire peut être contée avec des noms fictifs? Oh oui. Oui, okay. Non, mais honnêtement, il n'y a pas... Roberto. Ouais, c'est ça. Un jour, je m'en calisse. Sont même... C'est ça, ouais. Je me demande s'il c'est enregistré, ça, hein? C'est pas juste un show live à soir, là. Il parlait même pas anglais, fait qu'il m'a dit français. Mais ça a été... C'est marrant qu'eux disent ça de toi dans des podcasts en Russie. Tendrous... Fuck, Big fat fuck. Je suis sûr que tu t'insultes mieux que eux. J'étais un gros Chris, je suis pas beau. Chris Guillaume. Arrête! Non, mais ça a été, ça, je pense, ça a été une histoire montée par les médias, honnêtement. Pour vrai? Ouais, honnêtement, je me souviens pas d'un soir. Puis honnêtement, il y a des soirées où, on sort avec les médias puis ils viennent que c'est nos amis à quelque part, tu sais, puis c'est très rare qu'un média sortirait une nouvelle de même. Un média qui est là, un gars de beat qui est là tous les jours puis qui sait vraiment ce qui se passe, pourrait pas sortir une affaire de même. Parce que ça servirait contre lui à la longue. Ben ouais, après ça, il rentre le lendemain dans le vestiaire puis il est allé me planter. Fait qu'honnêtement, cette histoire-là, ça a été, je pense, monté par un média qui était même pas là. Puis qui était pas réel, là. Pas proche, là. Parce que pour remettre en contexte, c'est qu'il y a c'est quoi, avant, à chaque camp d'entraînement, il vous allez au Mont-Tremblant? Ouais, ben avant, il y allait. Avant, il y allait au
Il y a pas trop. Moi, c'est pour toi. Je m'en vais, là. Je comprends rien, là. À chaque fin de camp, ils Ouais, font on un allait, genre les de dernières bonding, journées, exact. là, un De bonding à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant. Mais ça, c'était dans les années de Carbeau. Quand Jacques Martin est arrivé, on est allé genre à Toronto dans un petit dortoir. On dormait... Ah non, man, on broyait. Avec Carbeau, on était au Mont-Tremblant, on jouait au golf. Mettait les pratiques de bonheur qu'on puisse golfer après. Puis on s'en va avec Jacques Martin. Toi, il nous faisait faire, je pense, c'était des tours de pédalo. On dormait 8 par chambre dans un petit dortoir. Hey, man. Tabarouette, on capotait, là. Est-ce que les vétérans, ils disaient comme Jacques? Est-ce qu'ils disaient-tu, place-toi, là? Non, d'après moi, ils se sont dit, on va le laisser une année, puis l'année prochaine, on va le replacer. Mais on a capoté. Puis en plus, on avait un voyage de 10 jours après pour commencer la saison. Fait qu'on était comme parti 17 jours, mais 7 jours dans une marde à Toronto, man. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais? Personne ne disait rien, dans le fond, tu peux rien dire. Ben, tu peux pas dire grand-chose. Tu t'ennuyais-tu de Carbeau? Ben, moi, j'ai adoré Carbeau. Ouais. Honnêtement, tu sais, puis aujourd'hui, avec les années, puis d'être des médias ensemble à RDS, j'ai créé une super belle relation avec Guy. Mais même quand c'était mon coach, tu sais, c'est lui qui m'a donné ma première opportunité, c'est lui qui m'a donné la chance d'être dans la Ligue nationale. OK, j'ai mérité ma place, mais il reste que ça prend un gars qui dit, ben, le kid de 19 ans, on va le rentrer, puis on va réussir à lui donner un 6, 8, 10 minutes par soir. Tu sais, c'est dans ces années-là, où c'était des années où il n'y avait pas grand jeune, fait que non, ça a été vraiment, j'ai eu une super belle relation, puis encore aujourd'hui, ça a été exceptionnel. Parce que Carbeau faisait pas l'unanimité à l'époque. Là. Non. Côté communication, tu sais, il y avait Steve Bégin qui est venu sur le podcast, puis il était comme... Tu sais, j'allais le voir, puis qu'est-ce que je peux faire? Rien! Bon, tu sais, il trouvait ça très difficile. Ouais, mais je pense que Carbeau, tu sais, ça a été quand même un entraîneur recru quand il est arrivé dans le... Tu sais, il avait pas eu grande expérience. Tu sais, des fois, il y a des gars qui apprenaient qui étaient benchés ou qui jouaient pas le soir parce que son chandail était pas accroché dans le vestiaire, tu sais, ça... Pour un gars que ça fait qui a 3 coupes Stanley, que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, je pense qu'il mérite de se faire dire hey gars, ce soir tu joues pas pour telle et telle raison. Je pense que ça a frustré des joueurs. Mais tu sais, pour le reste, tu sais, c'est niaiseux là, puis je l'ai souvent dit, tu sais, moi Carbeau, j'avais 19 ans ma première année, puis on a créé une belle relation, puis quand ma blonde est tombée enceinte dans ces années-là, Carbeau a eu ses enfants jeunes, puis le premier réflexe que j'ai eu, c'est stupide, j'étais allé cogner à la porte du coach en chef du Canadien de Montréal pour demander des conseils de c'est quoi jouer à Montréal avec un enfant jeune, tu sais, puis lui d'ouvrir sa porte, puis j'ai été là 45 minutes à jaser de voici, puis tu sais, fait que j'ai eu une super relation avec Carbeau, j'ai été vraiment, puis encore aujourd'hui, comme j'ai dit là. Ouais, puis quand Jacques Martin est arrivé, c'était parce que tu sais les deux sont quand même francophones, puis tu sais, c'est quoi le gros clash, là, comment tu décrirais le clash entre Carbeau puis Jacques Martin? Ben, je pense que puis j'ai coaché 4 ans midget 3A, puis t'apprends quand tu deviens de l'autre bord comme joueur, t'as une opinion, puis comme entraîneur ou gestionnaire, t'as une opinion. Puis il y a des joueurs que pas que t'es aimes pas, mais ils cadrent pas dans ce que toi t'aimes. Puis il y a rien de mal là-dedans. Puis je pense juste que Jacques Martin, j'étais pas son style de joueur. Tout simplement. Est-ce que comme personne, je pense pas qu'il m'aimait pas. Je pense juste qu'on cadrait pas ensemble dans la façon que lui avait de jouer la game. Lui, c'était une game super high pace up and down. Tu sais, moi, on s'entend là, c'était pas mon style de jeu là, high pace up and down. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand je freinais, fallait souhaiter qu'il y ait un coup de vent là. Tu sais. Je me souviens un moment donné, dans le temps où tu jouais pour le Canadien, il y avait eu un sondage chez les joueurs de la Ligue nationale sur plein d'affaires. C'est qui le plus, c'est ça. Puis le moins bon partenaire, ça avait été voté Darian Hatcher. Ouais, je l'avais dépassé une fois. C'est ça que j'allais dire. Puis je me souviens, j'étais comme, Darian Hatcher, ok, tu sais, on le voit pas souvent jouer, puis je pense qu'il jouait pour Philly en fin de carrière. Philly, ouais. Puis je me souviens te revoir le déborder faire, ouais, c'est sûr. Ouais, tu sais, genre, le déborder, là. Ah, genre, ouais, c'est le seul gars dans la ligue que j'ai réussi à mettre ma main, genre, tu sais. Je passe. Tu sais, les autres, fallait que j'utilise mon corps, mais lui, c'était comme, non, fait que, ouais, j'étais bien content. 1 sur 700, tu sais. Ouais. Je m'en souviens encore, je le revois au ralenti. Genre, mais tu sais, tout ça qui se passe en vitesse. Au ralenti. Non, mais dans le sens de, c'était déjà au, non, c'est pas vrai. Non, il y avait des années, c'était des années aussi vraiment, je dirais les années show business du Canadien, mais il y avait quelque chose dans le sitcom, il y avait des très bons personnages, là, genre les frères Costitine. En tout cas, bref. Je pense que c'est là que les blogs sont nés, honnêtement. Tu sais, les clickbait de Canadiens, parce qu'il y avait, oui. Mais je te mets ça à 2 secondes. Les frères Costitine, 3 petits points. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Guillaume?
Ouais, non, mais ça a été une méchante affaire, eux autres, là. T'as raison. Honnêtement, là, ça a donné 3 saisons de lancer compte, là. Non, mais ouais, tu sais, c'est plate. Il est où, Richard Tremblay, qu'on en a besoin? Il est pas là, ok, non. Il est pas d'un 3. Mais non, ça a été, moi, je me souviens, j'étais blessé. En plus, le fameux voyage, jusque-là, c'était partout, là, 98.5, là. OK, quand l'avion atterrit, la police est là, les murs, là, c'était rendu tabarouette, là. Le Canadien était mort, là, tu sais. Puis, encore une fois, ça a été une affaire de médias. Est-ce qu'il y a des affaires qui sont arrivées, qui sont pas arrivées? Oui, là. On s'entend qu'il y a des affaires qui sont vraies là-dedans. Ouais. Tu peux t'en dire maintenant que ça fait longtemps que tu t'en calisses? Je dirais pas ça de même. Non, mais tu te souviens-tu la fameuse soirée où tu allais sortir puis tu as reçu un coup de téléphone? C'est ça? Non, mais qui ça? J'ai tué des gens. Il savait pas que j'aimais la chasse ou la pêche, ben il sait que j'ai reçu un appel avant un couvre-feu, tu sais. 4 grammes dans la poche gauche, non, c'est pas vrai. Mais non, je me souviens pas de ça. En plus, c'est pas une grosse anecdote, mais OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, surtout, c'est des choses qui arrivent demain dans des équipes de hockey, ils n'arrivent partout dans la Ligue nationale, mais à Montréal, tu l'as vu, après, tu as joué à Minnesota, tu as joué à Ottawa. Le Canadien, c'est pas une équipe de hockey, c'est une compagnie, c'est une marque. C'est, tu sais, justement, c'est dans tout, là. J'allais à SOQ m'acheter une bouteille de vin, genre, le gars, t'as rien. Tu bois, toi? C'est comme, excuse, samedi soir, toi, tu bois-tu, toi? Qu'est-ce qu'on appelle, là? C'est comme, puis quand t'es arrivé au Minnesota, bon, c'est ça. Ça non, allait bien, ça. Non, mais c'est drôle parce que j'étais arrivé là-bas puis ça a super bien été puis je m'étais mis chum avec le journaliste de l'équipe puis lui, c'est un ancien joueur. Puis je me retrouvais toujours à son restaurant. On checkait les games de hockey ensemble, on buvait 4-5 bières. Je m'allais me coucher comme si puis jamais on n'entendait parler puis tout à la, tu sais, fait que c'est une réalité complètement différente de ce que j'ai vécu avec le Canadien, mais non, ça a été des années vraiment tripantes à Montréal, mais à Minnesota aussi. Mais Minnesota, c'est parce que je pense que c'est... Ah, attends, j'ai oublié de nommer Ottawa aussi, j'ai vraiment trippé. Ça va être rajouté au montage. C'est ça. Parce que quand c'est senti... Quand c'est senti, on le sent. Non, mais à Minnesota, je pense que c'est Danny qui m'a dit que t'étais allé, puis il y avait vous étiez au centre commercial, quelqu'un qui avait ton chandail qui est passé à côté de toi, genre. Ah non, là-bas, c'est exactement ça. J'ai ton chandail, j'aime le joueur, mais je pourrais pas dire c'est qui. Ouais, je pourrais me promener là-bas, je pouvais aller dans le warm-up avec mon chandail de game, puis je pense que personne me reconnaîtrait. S'ils te reconnaissent, c'est comme, hey, salut. Puis that's it. Pas de photo. Bravo, Andrew Brunette. Ouais, c'est ça. Andrew Brunette. Ah, il était précis, hein? Ouais, c'était sharp. Il était bon, lui, je l'ai aimé. Oui, il était bon. Ah, il était écœurant, lui. Le chambon Jack, lui. Ouais? Ah, ouais. C'est le gars, le genre de gars que personne connaît sauf les poolers. Ouais. Il ramassait des points à appel en tabarouette. Ça, c'en a un autre pas vite, là. Ouais, l'ancienne Ligue nationale. Exact. Tu sais, quand on faisait les tours de glace, là, on se cherchait. Tu me lâches pas, Bruno. Toi non plus! Finalement, il était en arrière de toi, il te tenait par le chandail. Traîne-moi! On dérape parce que c'est ça un podcast, mais on parlait des World Juniors. C'était quoi ton surnom? On a dérapé pas mal, là. On va revenir aux Costitines. Parce que, non, mais au World Juniors, c'était quoi ton surnom? All Alphabet. Ouais. Qui? All Alphabet? Ouais, c'était Brent Sutter, le coach, puis lui, il était pas capable de dire mon nom. Fait qu'il m'appelait All Alphabet. Mais c'est quoi All Alphabet? Ben, toutes les lettres d'alphabet. Guillaume, la tendresse, il y en a pas mal, là. Fait qu'au lieu de se casser la tête, il m'appelait de même. T'avais-tu un autre surnom en tête ou? Je te regarde, là, on dirait que... Big Fat Fuck. Ouais, c'est ça. Le fait que tu dis ça veut dire qu'il n'avait, donc. Non, mais je me pose la question, là. Tu me fais peur, là, tu sais. Donc, c'est comme je saurais des choses que tu sais même pas. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que les gars disaient, Guillaume. Quoi? Ben, on a parlé des gars à Montréal, mais t'as quand même eu la chance de jouer avec Saku Koivu. Ouais. En fait, non, plus que ça. Les deux, ouais. C'est ça que j'allais dire. T'as eu 2 Koivu comme capitaine. Ouais. Quand même assez spécial, qui ont quand même un bon quart d'âge. Ah ouais, 10-12 ans quasiment de différence. Ouais, Saku. Comment était Saku puis la différence avec Mikko? C'est une bonne question, ça. Mon Dieu, je pensais pas te prendre de cours de même, mais non, mais non, c'est ça te regarder au ciel tellement solennel. Ouais, écoute, ça. Non, mais ouais. Beau souvenir. Non, honnêtement, ces deux gars, style de jeu complètement différent. Tu sais, Mikko, gros 6 pieds 4,
Ouais. Gros joueur de centre, Sakou tout petit, shifty sur la glace, mais les deux étaient pareils, là. Tu sais, les deux étaient pareils. C'est deux super bons jacks. Est-ce que dans une situation où j'aurais peut-être mis assistant. Okay. Tu sais, puis j'ai beaucoup de respect pour Sakou, il était exceptionnel ce qu'il a fait à Montréal, mais je veux dire, tu sais, comme admettons avec le Wild, avec l'expérience qu'on avait là-bas, j'aurais peut-être mis un gars comme Andrew Brunette justement comme capitaine au lieu de Sakou, au lieu de Mikko, tu sais. À Montréal, je pense que Sakou était peut-être le meilleur pour comprendre la réalité de ce que c'était Montréal, mais est-ce que c'était le meilleur pour prendre tout le monde? Peut-être pas. Fait que mais au-delà de ça, il a fait une super de job, puis j'aurais pas fait sa job, mais je veux dire, des fois il y a des joueurs qu'on oublie, qu'on pense pas, qui auraient pu faire des mais tu sais, le vestiaire, honnêtement là, mon année 19, là, le vestiaire qu'on avait là, tabarnak, m'excuse bien là, mais il y avait du leadership là, puis il y avait de la tête dure là, tu sais, c'était Sorry, Rivet, Ribeiro. C'était Théo, c'était Markov, c'était tabarouette. Moi, j'étais là, le kid de 19 ans qui a pas scoré un goal, puis le monde crie mon nom. Puis là, j'ai à côté de moi, j'ai Alex Kovalev. T'es comme, ouais, sacrifice. Pas sûr, tu sais, c'est weird un peu la situation qui est arrivée. Quand tu dis tête dure, tu veux dire plus à la négative qu'à la positive, ou? Non, juste, tu sais, c'était des vétérans qui étaient dans la ligue depuis un bout, puis ils savaient ce qu'ils voulaient, puis tu sais, Greg Rivet, manque pas une passe, là, tu sais, mais là, moi, je sors des juniors, parce que recevoir une passe d'un patin, c'est coutume, là, tu sais, c'est comme... Ouais, puis tu patines pas. C'est ça en plus. Si tu me manques, c'est pas parce que j'allais trop vite, là, d'abord. Vise ma palette, si tu présentes. C'est qui là-dedans que tu disais, il y a des gars, on pense pas, c'est à qui tu pensais, lui aurait pu être un bon capitaine? Ben, ça, tu sais, c'est parce que, comme je dis, il y avait tellement de leadership là-dedans. Ouais. Il y avait tellement de tête forte que c'était dur pour, tu sais, juste en partant Mike avec Sakou, la chicane, la relation qu'il y avait pas au final. Tu sais, je pense que ça a été tough pour Sakou là-dedans d'avoir toutes ces têtes fortes-là autour de lui. Puis je pense que ça a créé peut-être des clics un peu par rapport à les vétérans forts puis les autres, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a comme un cliché par rapport à les Finlandais qui sont pas des gens personnellement vocaux. Ça, est-ce que tu trouvais que c'était vrai un peu, les gens qui sont plus réservés ou quelque chose, ou c'est un cliché? Non, les Finlandais, c'est assez tranquille, là. C'est assez tranquille. À part quand ils prennent 2-3 shots, là, mais... c'est ça, mais honnêtement, oui, c'est vrai qu'ils sont pas... Malgré que Sakou était plus volubile peut-être que Mikko, mais dans ce vestiaire-là, c'était vraiment là, leadership, t'es éparpillé en tabarouette, là. T'es éparpillé, puis il s'en allait dans tous les sens, puis tu sais, quand je dis que Sakou, c'était peut-être pas le bon gars pour ça, c'est pas négativement, c'est par rapport à tout le monde qu'il y avait dans ce vestiaire-là, puis d'essayer de ramener tout ce monde-là ensemble, je pense que ça a peut-être été difficile. Si on t'avait donné l'opportunité de changer le C sur le chandail, tu l'aurais mis à qui? C'est bon. Je l'aurais-tu changé? Peut-être même pas. Tu sais, peut-être j'aurais laissé le C à la même place. Mais tu sais, le vestiaire était contrôlé par Craig, c'était Sheldon, c'était ces gars-là qui étaient la clique à Sakou, qui géraient vraiment le vestiaire. Puis quand je dis clique, c'est pas négatif, ça fait partie de la game. Je pense que la game aujourd'hui a évolué beaucoup, là, quand je regarde comparativement à mes années en 2006, ça fait 13 ans. La game est aux jeunes à cette heure, tandis que moi, quand j'ai commencé, c'était les vieux qui roulaient, là. C'était les vieux qui renaient à la chambre, tu sais. Ça fait drôle à dire, là, j'ai joué avec Owen Nolan, là, tu sais, c'est comme, c'est ça. le vieux cowboy, là. Parlant de musique country. Non, mais tu sais, puis pour moi, tu sais, moi, je regardais les jeunes rentrer dans le vestiaire, puis je comprends, on a perdu le respect, je trouve, dans les années. Tu sais, moi, je suis rentré dans le vestiaire, ben, tabarouette, c'est quel gars à côté de moi, Koivu ou Owen Nolan, ou peu importe qui a fait, il mérite un respect, mérite que tabarouette, il est supérieur, parce que je trouve ça péjoratif un peu, mais il a fait quelque chose de plus que moi dans ce ligue-là, il mérite plus de respect que tabarouette. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on l'a perdu, puis ces gars-là qui ont accompli tellement, on leur enlève un peu de mérite que tabarouette, ils l'ont bâti, ce ligue-là. Puis nous autres, on rentre, puis aujourd'hui, si peu importe les salaires, peu importe, c'est parce qu'il y a des gars qui se sont battus à quelque part pour faire grandir ça. Puis je trouve qu'on a perdu ce respect-là des anciens puis des plus vieux qui nous ont aidés. Puis ça, on le voyait, puis là, je parle at large, mais si on refait juste voir dans un vestiaire,
les jeunes rentraient, moi, oublie ça, à 19 ans, tu touches un radio, là, t'es-tu malade, toi? Je me serais fait, tu sais, mais à cette heure, là, moi, à Minnesota, les kids rentraient, c'était eux autres qui décidaient de ce qui se passait, là, tu sais, ça avait complètement changé, là. 3 ans plus tard? Ouais, c'était quasiment ça. 5 ans plus tard, tu sais, ma dernière année au Wild, c'était vraiment rendu ça, là, ça avait complètement changé, là. Puis aujourd'hui, je sais même pas comment c'est, mais ça doit être encore pire, c'est tous des jeunes. Ouais, maintenant, c'est la ligue, c'est beaucoup rajeuni. Exact. T'as quand même parlé, t'as nommé des noms qui sont quand même un peu incontournables, desquels il faut parler, mais Alex Kovalev, je connais pas vraiment personne qui est passé au podcast, qui a joué avec Alex Kovalev, qui a pas des anecdotes reliées à l'artiste. À l'artiste, ouais. C'est quoi ton souvenir de Kovalev? Ben, non, honnêtement, Kobe, moi, je l'ai adoré, là. J'ai vraiment, c'est sûr que quand tu le regardais, ses skills, je me souviens, on était 3 gars à essayer d'y enlever le puck dans une pratique, puis on avait l'air de 3 novices, là. C'est comme, il shiftait ça autour, là, tu sais. Mais moi, j'ai toujours l'image de, tu sais, on jouait au poker dans l'avion, tu sais, puis c'est comme, tu sais, je dis pas qu'on misait mais on jouait à l'argent, tu sais, puis là, Kobe, lui, était comme, il checkait même pas la game, lui, il était en train de checker puis s'acheter un avion, genre. J'étais comme à côté, je suis pas dans la même réalité, voilà. Mais, tu sais, c'était ça, tu sais, je me souviens, on avait eu 2 jours de congé, on revient, je pense, non, plus qu'à ça, on revient des vacances de Noël, puis là, on était à la pratique, on pratiquait à Verdun dans le temps, puis là, Kobe, on arrive à la pratique, c'était Carbo le coach, tu sais, fait que mets-toi à la place de Carbo le coach, comment tu veux gérer ça, tous ces égos-là, puis fait que là, on est là, pis là, ouais, il est où Kobe? Ah, il est pas là, il y a une tempête. Lui, il avait pris son avion le 25 décembre, t'es allé à New York, là, il était pris dans une tempête, qui a manqué à la pratique. Pis là, t'es comme, ouais, mais Chris, il me semble que c'est assez standard d'arriver à l'heure. Non, lui, Kobe, c'était son programme, là. C'est l'exception, là. Ah ouais, puis il y a un autre shot, ça, c'était bon, tabarouette, ça. Je me souviens, j'étais sur le banc, j'avais des bons billets. Puis, Puis là, Carbo, il dit à... Je me souviens pas c'était qui. Il dit, mettons, à Sam, pogne Kobe, c'est en overtime, tu sais, fait que c'est 5 minutes. Kobe, ça fait 2 minutes et demie qu'il est là. Là, il est là, man. Puis là, il dit, hey, Sam, vas-y. Sam embarque sur la glace. Puis là, Kobe, il se penche, puis non, je change pas. Là, t'es coach, man. Tu sais, le monde, il le voyait pas, ça, tu sais. Là, Kobe, il est comme, non. Là, OK, Sam. Il a pogné le puck, fait le tour de la glace, t'as allé scorer le goal. Là, t'es là comme joueur, là, on était comme, qu'est-ce qu'il va faire, matin, tu sais, Carbo, il va, tu peux rien dire, tu sais, il a dit, ben, c'est ça, je vais me former à la gueule, là, tu sais, mais le prochain coup, fallait pas, là, tu sais, mais c'est ça Kobe, tu sais, c'est comme, ce gars-là pouvait changer la game de même, là, que ça soit une mise en échec, que ça soit peu importe. Ouais. C'est talentueux comme tu sais dans les top 3 que j'ai vu là sur une patinoire là au niveau des skills skills toutes là, c'est comme c'est qui les autres que tu mettrais avec lui dans le top 3 des gars qui t'as joué? C'est des gars que j'ai joué là, ou que t'as vu là, ce que t'avais en tête quand t'as dit top 3? Ben tu sais Kobe, c'est sûr c'est le gars le plus skills que j'ai vu. L'autre qui m'a impressionné beaucoup c'est Erik Karlsson. Oh, quand t'as joué à Ottawa. Lui ça fait qu'il se fait couper le tendon d'Achille, il manque 4 mois, il revient comme si c'était une pratique du précamp, tu sais, là, il fait des sauceurs de 4 pieds dans les airs. Moi, je suis là, j'essaie de pogner une passe du back-end, elle me glisse, mais sa fameuse passe, je pense que c'était une série il y a 2-3 ans. 16 pieds, 100 pieds. Derrière le but, à l'autre ligne bleue. C'était écœurant, ça. Puis l'autre qui m'a impressionné le plus, ça a été Jagger, quand il jouait à Rangers. Jagger Rangers. Il était encore très bon. Je me souviens, il avait pogné le puck, man. Il avait le cul gros de même. Non, elle m'avait vraiment impressionné. Ça, c'était vraiment hot. Tu sais, d'avoir ça, ou même, tu sais, même un gars comme Ovechkin. Tu sais, on joue à Wash, tu sais, le gars, il en score 60 par année. Puis là, Frank Bouillon, il part. Il s'en va le geler, tu sais. L'autre 5 de la gueule, tu sais. Là, je me dis, fuck, man, qu'est-ce qu'il va, tu sais. Il passe en avant du banc. Il se lèche la babine, le sang, il dit « I fucking love it, Frankie. » Il pèse 2,60, il saigne la gueule, il en score 65, puis il aime ça en plus. Non, tu sais, c'était... Ben ça, c'en est un autre bon malade, tu sais, Frankie, moi, tu sais, Dandonneau, Bouillon, Beige, ça a été des gars qui m'ont pris sur leurs épaules, là, mes premières années. Ils ont été exceptionnels avec moi, tu sais, j'ai été chanceux là-dessus. Mais Frank, tu sais, le monde l'a aimé ici, là, pis ça a été un méchant guerrier, là, mais tabarouette, ce gars-là,
Il y avait des méchantes couilles, man. Honnêtement, là, il était Ça rentre seul. dans la ligue à sa taille, là, qui était comme... et puis il est resté en ligue vraiment longtemps. Il a joué pour Montréal et Nashville comme 6 fois pour chaque équipe. Ouais, comme l'aller-retour comme 3 fois. Ah non, c'est... Mais t'as aussi joué dans les années de Markov, qui, si je me trompe pas, habitait pas loin de chez vous. Ou... Ouais, Markov, t'as à l'époque, il était pas sur 2 la rues rue. de chez nous, Ouais. à Candiac. Ouais, on était bien chum. Juste Mais j'ai le- pas d'anecdote qui me reviennent Non. de l'opération, c'est bizarre, hein? Ben non, peut-être parce que c'est tough quand tu te parles jamais. Non, Non, mais c'est pas lui que justement, ils habitaient ensemble puis il passait devant chez vous. C'était genre, il pouvait même pas te voir. Genre. Ah non, c'est... C'était comme le bon russe qui fait ses affaires. Oh, ouais, non, il était vraiment... tu sais, puis ça n'en prend. Puis comme je dis, la game a changé. Puis des gars de même... tu sais, puis après ça, j'ai joué avec Gonchar, qui était complètement l'opposé. Un russe super funny, super proche des gars, écœurant. Tu sais, puis... Mais tu sais, Andrei, c'est sa personnalité. Il faut accepter ça, puis il faut le comprendre. Mais je pouvais arriver un matin, passer à côté, puis il me salue pas, là. C'est comme... S'il a grogné, je suis chanceux, genre, là. Tu sais, là, c'est comme... Il est de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, il était vraiment de même. Puis, mais c'est ça. Faut comprendre le personnage, faut comprendre ce qu'il est. Puis, mais je me souviens un soir, on revenait d'une fête, puis Markov il promenait son chien, puis je sais pas pourquoi il marchait dans la rue à genre 2h du matin son chien, puis on avait décidé d'arrêter. Et crime, ils nous avaient pas. Je pense qu'on était un mois que là, il grognait même pas. Là, ils avaient même pas de salut, man. Il changeait de corridor quand il nous voyait arriver. Là. Il a pas aimé ça. Non, il était pas. J'étais avec Lappy en plus. Max, c'est une grand gueule, lui. Hey, Marky! Ah non, Max, là. Si tu reçois Max, à un moment donné, Ouais. tu lui demanderas l'histoire de moi et Max contre Buffalo. OK? Ça, je veux pas la compter, je veux que Max la compte. Parce qu'il était, je te jure, moi puis Max, Ça va arriver, je vous le dis. non, mais, moi puis Max, c'est mon meilleur chum de la Ligue nationale. Tu sais, qu'on a gardé une relation exceptionnelle. Puis, mais on pouvait être des 2 mois, genre, ou, 2 mois, j'exagère. 2 semaines à pas se parler, mais on jouait sur le même trio. On pognait une chicane sur le banc, genre, pour une niaiserie. Puis là, on avait la même routine parce qu'on était tout le temps ensemble. On était co-chambreurs. Mais là, on se parlait plus parce qu'on... une petite chicane d'enfant, tu sais. Mais t'es comme, on joue dans la Ligue nationale. Tu ben, Max, il est de même, tu sais. C'est drôle en tabarouette. Vous aviez genre 21 ans. Ouais, Max a 2 ans plus vieux que moi. Fait qu'il, lui a 21. Moi. Fait que dans le fond, il était vraiment immature, hein. Ça fait quand même longtemps, tu sais, tout ça, que t'as joué à Montréal, tout ça. Essaye de nous replonger un peu qu'est-ce qui a mené à ton échange au Minnesota? Que là, ça fait un petit peu longtemps là, de ça. Comment t'en es venu à être échangé? T'avais-tu demandé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Avant que tu répondes, Ouais. si c'est juste esthétique, les lumières, on peut-tu les fermer? C'est comme une lampe à cochon, j'ai chaud dans la du cul, mon chum. Il fait chaud en crise, ça serait fin de... Je pensais que j'étais tout seul d'abord content. Ouais, merci. Puis pas plus monter sur Si on pouvait rester standard. tu peux rester basse un peu plus. Donc, qu'est-ce qui a mené à ton échange, Guillaume? C'est unplug, c'est intime. Hein? non, mais mon échange, c'est drôle parce que je m'étais fait dire... moi, je me suis fait échanger le 9 novembre. Puis c'est l'année que Jacques Martin est arrivé. Puis ça allait pas, tu sais, je jouais 3 minutes par soir, tu sais. 3 minutes. Ah, et j'ai des soirs que Georges jouait plus que moi. Je Là. pense que t'avais... J'adore. Non, mais c'est rien contre Georges, je non, l'adore. mais je sais, là. c'est le... C'est- On se fera pas. On se fera Non, Je te non, c'est ventile bon. l'arrêt un peu ou... Non, je prends une petite gorgée. Je souffle ou... Ferme les lumières, finalement. Ouais, puis fait que là je me fais dire par Renaud Lavoie, tu sais, il vient me voir puis T'es échangé. non, mais il me dit un mois, ça c'est octobre, début de l'année quasiment, on a 3-4 games de jouer. Puis il dit ouais, il dit il y a un trade au Wild qui était fait mais qui a foiré, je sais pas pourquoi. Il dit c'est toi contre Ben Pouliot. Là moi je suis là tabarnak, c'est ça, tu sais. Je suis meilleur que Ben Pouliot. Non, Alors, il est bon à tabac, honnêtement, il est vraiment solide ce gars-là. il a joué jusqu'à il y a 2 ans. Ah non, il est vraiment solide, mais au niveau skills, ça, en tout cas, peu importe. Fait qu'il me dit ça, puis là, ça continue, tu sais, l'échange fonctionne pas. Puis là, mon agent vient me voir, puis on est à Montréal, fin octobre. Là, il dit là, on a 2 choix, tu sais. Tu continues, tu fermes la boîte, puis on verra ce qui arrive, puis tu essaies de te sortir de la merde. Ou tu demandes un échange. J'ai dit, c'est l'un ou l'autre. Il dit, on n'a pas d'autre choix, là, tu sais. Fait que là, moi, c'était hors de question que je demande un échange, tu sais. Fait que j'ai dit, gars, je demande pas d'échange. J'ai dit, je continue, puis je vais essayer d'améliorer. Il y a sûrement des facettes que je peux améliorer. Je vais essayer de parler à Jacques, voir ce qui peut fonctionner. Puis finalement, tu vois, 3 semaines après, c'était fait. Puis je m'en allais contre Ben au Wild.
Fait que, tu sais, Renaud était right on, puis tu sais, ça faisait un mois que c'était dans ma tête, j'étais comme, man, voyons C'est donc, Renaud que tu l'avais appris. Non, mais il avait juste retweeté de Bob McKenzie. Non, c'est pas vrai. Très remercié, Bob. Fait que ça arrive souvent. En tout cas, ça arrive souvent. C'est un peu Régent Tremblay, comme trame narrative, mais donc, vous apprenez des nouvelles des journalistes. Carrément. Ouais, souvent, ben, moi, c'était les heures où les réseaux sociaux commençaient, là. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais, ouais, fait qu'un mois avant, il m'avait dit que ce trade-là était fait, puis qu'il avait chié, puis. Puis Ben Pouliot, t'avais joué avec au World Juniors. Ouais, exact. Ben Pouliot, qui, l'année de ton draft, vous avez le même âge, avait été repêché quatrième overall, juste avant Carey Price. Et Carey Price était juste avant Gilbert Brûlé. Genre d'ordre un peu bizarre, là, une couple d'années après, mais, fait que Ben, quand t'es échangé contre un gars que tu connais, puis en plus qui est un francophone, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes appelé? Vous connaissez? Bah ouais, mais c'est sûr qu'on s'est appelé pour avoir des conseils, comment le vestiaire roule, comment la ville, c'est quoi, puis l'expérience, blablabla, tu sais, fait que puis on avait une super belle relation, moi puis Ben, puis même quand on jouait après, là, on a toujours eu une belle relation, un grand respect, moi puis lui. Puis ouais, fait qu'on s'était parlé ensemble là-dessus, puis on avait que essayer de s'aider. Je veux pas, moi, tu sais, je m'en allais dans une situation que tabarouette. J'ai joué à Drummondville junior, puis j'ai joué pour le Canadien. Là. J'ai toujours été proche de chez nous. Là. Mais Dieu 3, j'ai joué, j'habitais chez mes parents. À Drummond, mes parents étaient à toutes les games. Après ça, je jouais pour le Canadien, j'habitais chez ma mère. Puis après ça, je m'en vais au Wild. Là. Je suis comme fuck, je suis tout seul. Là, bon, ta mère déménage. Ouais, c'est ça. Elle a trouvé ça top. Mais fait que tu sais, je m'en allais vraiment dans le néant, dans quelque chose que j'avais vraiment pas connu, qui me sortait de ma zone de confort. Fait que puis encore une fois, tu sais, c'est niaiseux, mais la fraternité qu'on a, les Québécois, j'ai été chanceux. Je me suis retrouvé dans un club qui avait Pierre-Marc Bouchard, qui avait Éric Bélanger. C'est niaiseux, mais on a besoin de ça, de se tenir entre nous autres, puis on a besoin de se tape dans le dos-là d'un partner québécois. Tu sais, moi, j'ai été tradé, mettons, à 2h après-midi, là, j'ai 1h, là. Mais à 2h30, Éric Bélanger m'appelait, puis hey, j'ai le sol de libre chez nous. Tu sais, il y avait 2 enfants et sa femme, pas obligé de faire ça, là, tu sais. Ouais. L'hôtel est payé, là, je peux aller. Puis toi, est-ce que tu t'en attendais le moindrement de ça? Ben, de cet échange-là, tu disais ça s'en vient ou? Ben, quand ça a foiré, je me suis dit, ça arrivera pas. Tu sais, puis après ça, veux pas, tu regardes la réalité, puis tu te dis, ouais, je cadre nulle part, là, tu sais. C'est comme, j'essaie de me trouver une place, puis même de me donner 3 minutes, il se gratte la tête, là, tu sais. Je pense que je cadre plus dans ce que je peux, dans ce que je peux apporter. Puis comme j'ai dit, c'est correct aussi, tu sais. Il y a des situations, des opportunités qui se créent, puis que. Ben justement, une porte se ferme, l'autre s'ouvre au Minnesota. T'arrives au Minnesota, puis pour ceux qui peut-être que ça rappelle pas, je pense, pour finir la saison, peut-être 55 games. Je pense que tu marques 25 goals. Je sais pas, t'as ton meilleur segment là, de carrière là, de la Ligue nationale, ça a été ces 55 games-là au Minnesota. Ouais. Pourquoi ça a tout d'un coup tout a débloqué? C'est drôle parce que je me suis retrouvé là-bas. Puis tu sais, Éric Bélanger, c'était rendu mon Max Lapierre. Tu sais, on était toujours ensemble, on était roommates, on allait souper juste les deux. Ça a vraiment là, des fois, romance. Là. Des fois, vous boudiez pour 2 semaines sans lui, il boude tout le temps. Fait que c'est comme, il y avait pas de on and off, lui, c'était tout le temps. Mais non, puis je suis arrivé là-bas, puis il y avait un gars, Martin Avlat. Puis c'est drôle, moi, les... Ouais, c'est son genre de réponse, c'est correct. Il y avait non, c'est vrai, le sujet amené de... Il y a quoi dans l'oreille, lui, là? Quelqu'un, il parle dans l'oreille, c'est ça. C'est Renaud Lavoie, il vient de me le dire, là. Il va te parler d'Avlat. Non, c'est drôle de dire, là, il y avait un gars, là, je ne connais pas Martin Avlat. C'est juste le fait que tu l'as name droppé, genre, comme, alors que c'est comme le gars qui avait peut-être, je pense qu'il y avait des passes sur 85% de ah ouais, non, c'était fou, là. C'était comme, puis Martin, là-bas, tu sais, il a eu une méchante carrière à Ottawa, puis il a eu c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Chicago, puis ouais, exact. Puis avec le Wild, personne cadrait avec. Tu sais, il y avait Mikko qui jouait avec Andrew Brunette, puis qu'il jouait avec Miettinen. Après ça, t'avais l'autre trio. C'était qui l'autre trio, Batin? Mais non, j'étais pas rentré encore. Mais merci de me souffler mes réponses avec mon nom. J'adore que comme. Le monde, ils savent que j'ai eu des commotions. Ils me soufflent mon nom. Merci. Tu sais, un chandail, quelque chose. On salue le père de Guillaume. J'adore que t'amènes avec toi tes propres motivateurs. Et tu veux. Puis c'est ça, finalement, le gars disait, tu vas jouer avec Avlat, c'est bonne chance. T'sais. Honnêtement, c'était de même que c'était rendu là-bas. Juste rappeler qu'il est très, très bon. Ah non, il était un talent exceptionnel. Débile, là, moi, ce gars-là. Mais Martin, comment il est, c'est que lui, il veut le puck.
Lui, là, s'il y a un chiffre d'une minute, il veut le puck de 90% du temps, là, tu sais, c'est comme... Puis là, quand je suis arrivé, je m'en vais le voir, puis il me dit, on va jouer ensemble, tu sais, blablabla, pas de trouble, tu sais. Là, il dit, je veux le puck. J'ai dit, je le veux pas. J'ai dit, gars, non, c'est très, c'est très ça, j'y ai dit, puis c'est drôle, cette année-là, on a passé trois joueurs de centre différents, puis c'était des gars, c'est waivers, c'était des gars de 4e trio, qu'eux autres, tout ce qu'ils faisaient, pognaient le puck, donnaient à Martin, drive le net. C'est niaiseux, c'est vrai, c'est ça, man. Martin rentrait le puck, ralentissait la game, l'autre coupait, descendait les défenseurs, moi je rentrais comme second wave, third wave, il me taguait, puis après ça je faisais ce que j'ai toujours fait là, dans le fond là, tu sais, junior non mais j'étais un scoreur de but dans la vie là, puis il allait au son, il entendait. Ah ouais, c'est ça. Les patins trop pesants dans la glace. Là, ah, il est là. On m'a ralenti, il y a un qu'à rouge. Il n'y a jamais personne qui te couvrait la tendresse. Ça arrivera jamais. Puis là, puis honnêtement, ça a été vraiment ça. Tu sais, Martin a une tête de hockey exceptionnelle, puis ça a cliqué, puis... Un pourcentage pour ton agent, un pourcentage de ton contrat pour ben, tu sais, je pense parce qu'il t'a fait avoir ton nouveau contrat après. Exact. Mais tu sais, je pense aussi que c'est une opportunité, puis j'ai sauté dedans, puis ça a fonctionné. Mais oui, ce gars-là, pour moi, ça a été... tu sais, c'est niaiseux, mais toute ma carrière... Tu sais, moi, puis je suis pas cave, là, je suis capable d'évaluer mon style de joueur. Là. Je suis pas un gars qui... Je peux pas charrier le puck, puis mais moi, tout seul sur une glace... tu sais, ça me prend un fabricant de jeu qui va me trouver. Tu sais, mais jeu 3, j'avais mon frère. Junior, j'avais Brass. Mais à Montréal, à Minnesota, j'avais Martin. J'avais un gars qui fabriquait puis qui était capable de créer de lui-même quelque chose. Par Brass, tu faisais référence à Derek Brassard. Derek Brassard, exact. Pour les intimes, absolument. Excuse-moi. Mais Martin Navrat, il voulait la puck, mais c'était pas justement parce qu'il était mangeux, c'est parce qu'il aimait juste contrôler le jeu. Ah, il voulait pour ceux qui le connaissent pas, c'est que c'est pas qu'il voulait pas passer, au contraire, c'est qu'il Non, il voulait passer, ça, il veut passer, puis il disait, je vais te trouver là, puis il me disait, OK, tu sais, puis je me souviens, 4-5 fois, j'ai gardé le puck trop longtemps, genre, j'ai coupé dans l'enclave, j'ai pris une shot, mais je suis arrivé au banc, puis il m'a donné de la marde, là. Tu sais, mais si t'es un gars avec un ego trop gros, puis mais c'est là que ça peut faire des frictions, puis c'est là que ça peut peut-être pas fonctionner. Mais tu sais, moi je voulais pas le puck, puis quand il m'a dit de le garder trop longtemps, j'ai dit ben t'as bien raison. Là, le prochain coup va arriver, puis prends là, tu sais. Mais puis tu sais, le coach il nous faisait pas chier honnêtement là. On arrivait en zone nerd, puis à la défense on avait Brent Burns. Tu sais, on avait des gars de même parce que on donnait le puck, même nous autres on swingait là. Il y avait pas d'open up puis de post up là. C'était comme on swing puis tu me pognes quand je suis rendu loin là, tu sais. Puis on avait Burns, on avait Marek Zidlicki, on avait des skills D là, qui étaient capables de nous trouver, nous taguaient, puis tu sais Martin, tu sais il était exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir un peu pratiquer pour je sais pas quelle raison les Tchèques s'entraînaient à Montréal l'été, sûrement que tu savais ça. Les Canek, toute la gang restait tout de suite. Puis ils s'entraînaient à l'Arena Brébeuf. Ouais, puis je pense que j'allais au cégep là-bas, puis on avait entendu parler de ça, puis on est allé voir, puis les gars jouaient là, Pierre Bouchard jouait là aussi l'été, Fleury. Ils s'entraînaient avec c'était pas alors? Ça se peut. Ça. Mais c'est drôle qu'il y avait un genre de quartier général tchèque à Montréal l'été. S'entraîner là. Pendant que tu es à Minnesota, tu as joué avec plein de gars, puis il y en a un que c'est comme un peu, pas dire une énigme, mais c'est une affaire que les fans se demandent. En quelques années, Danny Hitley est passé d'un des meilleurs joueurs genre, au monde. Et il a fini à Minnesota, puis en quelques années, c'est comme... retraite prématurée, fini, on sait plus où. Puis il était pas vieux, là. Il avait pas 39, là. Ça, c'est le joueur qui a tué son ami. Ça, c'était à Atlanta. Je voulais juste être sûr, excuse-moi. Il y a juste être sûr qu'on soit sur la même page. Guillaume est en train de s'ouvrir. Il me déstabilise, lui, là. Ah oui. Non, mais ça, le pire, c'est qu'il y a eu ses meilleures saisons. Ces saisons de 100 points, ça, c'est 50 goals, c'est tout après que c'est arrivé, by the way, là. C'est Barcelone, directement, médaille d'or olympique à Vancouver. Puis après ça, bon, il y a eu justement le trade avec San Jose. Puis là, à Vlad, il est allé l'autre bord, puis lui, là. Tout a joué un peu avec la deuxième année. Qu'est-ce qui s'est passé avec Danny Hitley? Comment un gars passe d'une star à... Ouais, ça... c'est... Mais honnêtement, tu sais, je pense que Danny c'est un gars comme moi. Je veux dire, puis je compare pas... je compare pas son talent au mien, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire dans le sens que, il est tout seul sur une glace, il faut rien. Okay. Quand il y a eu ses grosses saisons, il était soit avec Jason Spezza, Alfie, ou il était à San Jose, ou peu importe. Un certain Joe. C'est ça, exact. Fait que ça, il prenait un gars qui le feedait, puis qui le trouvait.
Puis je pense pas qu'il y a eu la connexion que les gens espéraient avec le Wild, tu sais. Puis Il était-tu rendu lent ou il était-tu... ouais, c'est sûr qu'il y avait plus sa vitesse de jeunesse là, tu sais. Moi mes premières années, c'était Heatley, Spezza, Alfredson, là, je peux te dire tabarouette quand tu checkais le banc l'autre bord, tu souhaitais pas qu'il nomme ton nom là. Ah non, c'est Alfredson. Coach, Alfredson, t'es sûr là. Tu sais mais c'est vraiment ça, mais tu sais Danny puis c'est drôle, ben c'est pas drôle, là, le gars il est mort, là, mais je veux dire... Snyder. Ouais, Dan Snyder, l'histoire, c'est un des plus gros malaises que j'ai eu, dans le sens que à chaque année, la Ligue nationale vient nous présenter des gars, des intervenants, là, à cette heure, c'était les réseaux sociaux, ou les drogues, ou les tu sais, pour faire attention à notre image, tout ça, puis là, il présentait justement les autos de course, tu sais, puis il montrait un accident vraiment réel d'un gars qui se tue en char, puis qui fait 300 tonneaux, tu sais, puis là, tout le monde était dans la salle, puis là, Danny est là, genre, tu sais, t'es comme, fuck man, c'est comme, puis juste avant de montrer la vidéo, le gars, il a dit, tu sais, si tu veux sortir, tu peux sortir, tu sais, fait que là, déjà, en partant, tu mets un peu le spotlight, là, tu sais. Mais tu sais, c'est pas que... ça devant le monde. Ben, on était juste les joueurs, Okay, tu sais, c'était juste okay. les gars du Wild, là, tu sais, mais c'était comme, même. man, t'es comme... C'est la chance qui est arrivée. Dan, tu sais, c'est comme... Non, mais c'était comme... Mais c'était vraiment malaisant, là, Ouais. tu sais, t'es comme, fuck, man, et... ouais. Ouais. Minnesota aussi, c'est malheureusement le début de... Ben, pas dire le début de la fin, là, mais c'est le début des commotions. Ouais. Et donc, de ce qui fait qu'aujourd'hui... Moi, je connais ça rien, ici, moi. Non, mais Sam Ok. est là. Ah, Chris! Ah, Mesdames et messieurs, ouais. Sam Tétro, alors, s'il vous plaît. Hey, c'est beau, t'es trop. Ah, regarde. Yes, sir, mon chum. Avoir un petit... Mets tes culottes. Elle était prête. Ils se montent tout le temps. hein. Sam Tétro. Non, merci. Je suis correct, t'es gentil. Merci, Sam, qui s'occupe de tout. Hein, quel homme. Mais non, ça, tu disais, ça, de Minnesota, ça a été le début des commotions. C'est un peu malheureux parce que ça a été comme un peu ça qui a commencé le déclin. Mais comment ça a commencé, tout ça? Puis je sais que... En tout cas, je sais pas combien tu en avais eu avant, mais je sais que quand tu étais au Minnesota, tu as même été consulté le fameux médecin qui a traité Crosby, qui était à Atlanta. Ouais. Atlanta, Dr. Carrick, ouais. Bref, commotion, ce dossier-là. Ouais, c'est bol, c'est juste... Qui est pas fini, ben, comme dossier. Non, il est pas fini encore. C'est un truc ouais, non, justement, je sors d'une commotion, là, il y a 2 semaines, là. J'ai manqué 5 semaines de travail, là. à la radio, t'as manqué à la radio. Ouais, j'ai manqué un mois de radio complet. Je suis tombé ses fesses en jouant au hockey, tout simplement. Ça glace. Ouais, je jouais avec des chums, puis je suis tombé, pas un coup, pas rien, puis... Rien à la tête. Ouais, ben, j'ai blacké out, j'ai pas cogné ma tête. OK. J'ai blacké out, j'ai vu des étoiles, puis en tout cas, fait que j'ai manqué 5 semaines de travail, je viens de sortir de ça, fait que... Tout ça pour avoir oublié d'enlever des protège-lames, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ça nous a tous déjà arrivé au moins une fois. Ça fait mal. Mais à ce moment-là, quand tu tombes, puis tu vois tu connais les symptômes maintenant, là, t'es en crise où tu te dis, bon, ben, coudonc. T'es rendu sensible au bout. Mais je me dis, est-ce d'épais? C'est ça, honnêtement. Ah ouais, hein? C'est ça, je me suis dit, j'ai pas d'affaires sur une glace. J'ai plus d'affaires sur une glace, tu sais. Je peux coacher, puis that's it, là, tu sais. C'est comme de jouer avec des chums. Même si mes chums sont au courant de ma situation, j'ai plus d'affaires sur une glace. J'ai plus d'affaires à la ronde. J'ai plus d'affaires à l'eau glissade d'eau. Je peux plus me permettre de faire ces activités-là, puis il faut que j'en sois conscient. Tu sais, fait que ça a été vraiment ça le premier mot que je me suis dit, c'est crise d'épais, tu sais. Je peux pas tomber ses fesses puis manquer 8 antichambres puis 1 mois de travail, tu sais, au final, il y a du monde qui m'engage puis qui me font confiance. Faut que je sois quand même plus intelligent que la situation, mais moi j'ai eu des commotions dans le junior. J'ai une anecdote super bonne là-dessus. Ouais. Junior, on joue à Gatineau, je suis repêché par le Canadien, on joue en playoff, c'est game 7. Je pense que je me suis blessé à game 1 genre ou 2. Puis Gatineau était tough là. Puis là, on est dans le vestiaire, puis là, je suis pas supposé jouer, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était moins checké, puis blablabla. Ouais, là, mais ça, c'est pour les faibles qui disaient. C'est ça. Exact. C'est ça. Fait que là, j'ai 17 ans, tu sais, puis j'étais un des bons joueurs de l'équipe. Fait que là, c'est game 7. Fait que là, j'ai dit, je le dirai pas à mon père, mais je vais jouer, tu sais. Fait que là, je suis dans l'autobus, je m'en vais à Gatineau. Tout est beau, personne n'est au courant de rien. Vaut mieux un peu, ça paraît pas. C'est ça paraît pas. Mais là, il y avait un des chums à mon père qui était scout pour l'équipe, qui appelle mon père. Là, il dit, ouais, je viens de te dire, je pense que Guillaume va jouer à soir. Mon père de sauter dans son char, de descendre à Gatineau. Puis là, moi, je suis tout habillé, prêt à embarquer. Non. Il vient me chercher dans le corridor devant les 20 joueurs. Tu te déshabilles. Là, t'es comme, non, je vais jouer. Tu te déshabilles. Puis là, il rentre dans la chambre du coach. Il reste 10 minutes pour ça. Ah, mais... C'est ma toune. Hey! Puis là, de dire au coach, si tu l'embarques, je te calisse une volée, là.
Il dit, il joue pas à soir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, tu penses? Ah ouais. Puis là, C'était qui le coach? c'était Dominique Ricard. Puis j'ai pas joué. J'ai pas joué. Ouais. Puis là, que t'as un fils de 11 ans, quand tu repenses à ça comme père, comment tu vois? Je ferais pareil. Ouais. Ouais, puis je le vois avec mes midgets 3, quand je coach, c'est la même chose. Si j'en vois un qui mange un coup, je le sors. Protocole. Puis non, mais honnêtement, les parents, des fois, j'ai le goût de leur dire, non, mais tu es stupide ou quoi, là? Ouais. C'est comme, il va perdre d'un match ou deux, ou au pire, il en perdra 7, là. C'est comme, il y a 0,5% même pas de la population qui va jouer avec nationale. Peux-tu donner la chance à ton gars d'avoir sa tête pour aller en médecine ou aller comptable ou faire autre chose? Tu sais, puis s'il se rend en Ligue nationale, tant mieux, s'il y a un talent exceptionnel, mais je pense pas que c'est la semaine qui va manquer de main, là, qui va faire en sorte qu'il se fera pas voir par les Blues, là. Tu sais, c'est comme, arrêtons. Les fameux Blues sont toujours sur la rive-sud de Montréal. Toujours là. Les riverains, on se cache juste. Ils sont toujours là, tabarouette. Celle que tu as eue il y a justement quelques semaines, quelques mois, c'était selon toi la combienième? C'est bol. Ça dépend toujours à qui tu parles. 1000? Non. Non, mais tu sais. Non, mais quand même, hein. Quand, plus que 15, c'est sûr. Mais tu sais, mais tu sais, ça dépend, parce que dans la Ligue nationale, moi, mettons, là, aux 3 matchs, je blackais out puis je perdais mes jambes, mettons. Tu perdais tes jambes? Ouais, j'y recolle. Non, mais dans le sens que les jambes viennent molles. Tu t'as tous les symptômes, mais qui disparaissent au fur du match. Excuse, t'avais-tu dit aux 3 games? 3-4, ouais, à peu près, aux 3-4 C'est catastrophique, ça, mon Tigui. Puis, Ah non, c'est catastrophique comme c'était. C'est quand même fou de penser à ça, là. Non, puis aux 4 games, je mourais un peu. Ah, ben, ouais, puis avec le Wild, c'était pire parce que les commotions que j'ai eues, c'était pas genre, dans une semaine, je reviens, là. C'était comme, j'étais un vieux de 90 ans assis dans une chaise berçante à pas bouger, là. J'allais marcher le tour du bloc, qui était 8 minutes, puis je dormais 20 heures sur 24, puis je vomissais, là. C'était comme, je faisais rien de ma vie, là, tu sais. C'était comme de la merde, là. Tu sais, puis ça a été, je n'ai eu 6 en 3 ans. Tu sais, fait que ça a pas arrêté, là, tu sais. Comment tu sors de ça, tu sais, les gens qui ont des commotions, puis qui dans le fogness, tu vois pas le bout, comment tu sors de toute cette affaire-là? C'est le temps. Tu sais, puis je me fais dire, je connais mon chum à Saint-Jérôme, il est parti dans... Hey, n'as-tu entendu du monde qui n'ont connu du monde, qui n'ont connu du monde? Parce que j'ai vu toutes les tops dans le monde, puis il n'y en a pas un qui pense pareil. En partant. Ouais, mais moi, c'est quelqu'un que... C'est vraiment faux des papoteuses. Non, mais c'est ça, pareil. Mais le fameux médecin à Crosby que t'as vu à Atlanta, t'avais l'air de dire que ça t'avait gagné. Ça a été exceptionnel. Le premier coup, ça a été débile, tu sais. Puis honnêtement, ce qu'il fait, Dr. Carrick, c'est une machine qui tourne, là, c'est un gyrosteam qui appelle, là. Puis, mais tu sais, j'ai vu une petite fille au début de la semaine pas capable de marcher, puis le vendredi, elle marche. C'est comme... il y a vraiment une technique. Ouais. Le premier coup, j'ai senti vraiment la 3e journée le déclic. Puis je me souviens, j'étais avec ma blonde cette fois-là, puis j'avais dit, j'ai senti le déclic. Puis j'étais allé dormir straight up, là, 20 heures sans arrêt. Je me suis levé, j'étais correct. Mais le deuxième coup, ça a pas fonctionné autant. Ça Quand a t'as pas eu marché. d'autres commotions, puis t'es retourné. Je suis retourné, puis ça a pas fonctionné. Après ça, j'ai vu un docteur, Doc Kutcher à Michigan University. J'étais allé passer une semaine là-bas, fait des traitements. Après ça, j'ai vu un doc en Suisse. Tu sais, j'étais allé les voir, là, tu sais, les gars que tout le monde parle. Pis... Mais juste pour être sûr que je comprenne bien, peut-être moi qui est câble, la dite machine, c'est quoi, là? Tu dis ça tourne? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils te font faire exactement? Si lui t'évalue, dans le fond, tu vas devant un écran, puis il te met des lunettes qui vont évaluer tes yeux, comment ils fonctionnent, blablabla. Okay. Puis avec ça, il est capable d'évaluer c'est quel côté de ton cerveau qui a été touché. Puis avec ça, il va te faire tourner dans un sens qui va faire en sorte que ça va aller créer l'impact peut-être à l'inverse de ce que tu as vécu pour essayer de recréer, régénérer des membranes ou de je sais pas quoi qui ont été affectées. Puis honnêtement, tu sais, moi ça a fonctionné. Le premier coup ça a été débile, ça a fonctionné super bien. Le deuxième coup ça a moins bien fonctionné. Mais je pense que si on regarde, c'est quand même un gros 50% assez positif. Là, À quel point ça a changé ta personnalité, les commotions? C'est quoi la différence entre Guillaume aujourd'hui puis Guillaume? C'est de A à Z, là. C'est comme... moi, avant, j'étais un gars super jovial, super énergique. Je me levais le matin, j'avais de l'énergie. Tu sais, à cette heure, faut que j'aille dormir. C'est beaucoup plus difficile. C'est de l'engouement, de l'entrain, essayer d'être toujours pépé. Tu sais, ça a changé ma personnalité. Puis
c'est l'acceptation qui est difficile. C'est plus ça, tu sais, puis c'est pas le fait de... Tu sais, puis comme je dis au monde, tu sais, je suis chanceux, j'ai vécu quoi d'exceptionnel, c'est trippant. Est-ce que j'en enlèverais une partie pour enlever ce que je vis en ce moment à 100%? Ça, c'est sûr. Mais il reste qu'au final, la réalité est ce que je suis aujourd'hui, puis je dois faire face à ce que j'ai aujourd'hui comme défi. Ouais. Puis ces défis-là, ben, c'est à tous les jours, c'est de comprendre la réalité. Puis c'est ce que je dis, j'ai souvent des jeunes qui m'appellent ou qui m'écrivent, puis j'essaie d'aider, puis je veux continuer, puis j'ai des projets qui s'en viennent pour justement aider les jeunes, puis les gens qui vivent ça. Puis ce que je dis, c'est d'accepter puis de comprendre la réalité de ce que tu es devenu. Tu sais, puis je sais que ça fait deep dit de même, là, mais c'est ça pareil, parce que ce que j'étais avant, je le serai plus. Tu sais, puis c'est pas d'essayer de devenir ou de redevenir ce que j'étais avant, c'est de sortir le meilleur de la personnalité que je suis aujourd'hui, dans les défis, puis dans ce que j'ai, puis ce que je vis. Fait que c'est vraiment, tu sais, ils disent qu'une commotion, c'est comme faire une dépression au niveau chimique. Ben, t'as avoir un effet de 6 en 3 ans, là. Puis ça a des dépressions de 3-4 mois. Fait qu'on s'entend qu'à quelque part, ça doit changer quelque chose chimiquement dans le cerveau. Tu sais. As-tu déjà eu des idées noires? Ça t'a-tu déjà amené vers le bas? J'ai déjà été bas, mais j'ai pas eu des idées noires, non. Okay. J'ai pas vécu de dépression. Mais je peux te dire que, puis tu sais, là-dedans, j'ai eu ma séparation. À 26 ans, je vivais une séparation. J'avais eu ma fin de carrière, il fallait que je restabilise ma vie par rapport à... Je me lançais dans les médias, je me lançais une carrière de coaching. Fait que là, j'avais tout ça en même temps que tu sais, on se retrouve, là, le monde réalise pas, là... Puis on est chanceux, là, je le répète, là, d'avoir fait ce qu'on vit, là. Mais on réalise pas... Moi, depuis l'âge de 3 ans, j'ai des patins dans les pieds puis je joue au hockey. J'ai jamais... Tu sais, quand tantôt tu dis « Ah, t'aimes la pêche, la chasse », j'avais jamais fait ça avant, là. Faire du ski alpin, j'ai jamais fait ça, là. J'ai jamais rien fait dans la vie à part jouer au hockey. Fait que là, tu te retrouves que d'abord, j'ai 26 ans. C'est quoi que j'aime? Ça te frappe un peu. Ben ouais. C'est quoi que j'aime? Je sais même pas ce que j'aime. Tu sais, t'es comme tabarouette. Fait que c'est d'apprendre à vivre avec cette personne-là. Puis en plus, le monde le vit déjà quand ils prennent leur retraite sans problème de commotion. Puis fait que là, c'était comme doublé, tu sais. Fait que c'est d'apprendre ça, tu sais. Le positif de faire 15 commotions, c'est que maintenant, tu vas peut-être apprécier faire du pédalo avec Jacques Martin. Exact. Ça, c'est relax. Exact. Ça, c'est un motivateur, ça. Pas tu lâches mon chum. T'as-tu joué ta dernière game de hockey? Même de garage, tout ça? Ouais, je pense que... C'est tough. T'es même pas capable de dire oui parce que je peux pas plus jouer au hockey. C'est niaiseux parce que dans mes 6 commotions que j'ai eues, tu sais, j'en ai eu 4 avec le Wild, 4 avec le Wild, une avec les Sénateurs puis une à Zurich. Puis après la 3e au Wild, j'avais dit à Annie, là, c'est fini, là. La prochaine, j'arrête. Mais là, la prochaine est arrivée un mois après. Je voulais pas dire la prochaine là, je voulais dire la prochaine dans 9 ans. Fait que là, ça, c'est arrivé le premier coup, là. Coup d'après, là. C'est moins de fun. Là, t'arrives, là, tu regardes, ouais. La dernière, c'était la dernière. Ouais, mais je me souviens pas que j'ai dit ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, à Ottawa, ça a été tough. Puis ensuite, je suis allé à Zurich, que j'ai pas une commotion qui était vraiment, c'était anodin, là. C'était quoi, déjà? Je m'ai pas mangé un coup, là. C'était rien, là. Je peux même pas te dire c'est où, là. Fait que. Quoi? Alors, je sais même pas c'est quoi le coup que j'ai mangé pour, pogner ma commotion. Puis, là, elle m'avait dit, gars, moi, je retourne à la maison. Elle dit, ma petite avait 6 mois dans ce temps-là. Puis elle dit, moi, j'accepte pas que tu continues de te faire mal. De te faire mal de même, tu sais, pour, au final, quand t'es rendu dans cette situation-là, il y a une partie de toi qui le fait plus par le plaisir puis l'amour de la game, là. Il y a une partie que tu le fais pour le cash, là. Puis, elle m'avait dit, regarde, moi, je m'en vais à la maison. Puis, j'emmène la petite. Puis, si tu veux continuer, puis, ben, on t'encourage plus à le faire. Fait que ça a été ça. Puis, c'est de même que j'ai arrêté. J'étais allé voir mon GM, puis j'ai dit, gars, c'est... À Zurich, ça? Ouais. Ça, parce que t'es allé en Suisse en disant, une grosse patinoire, le style suisse. Ça va bien finir. C'est pas ma game. Non, mais tu sais, je me ferais pas frapper. Là, je suis quand même plus long. Ouais, mais tu t'es pas fait frapper? Non, c'est ça. Mais c'est quoi qui est arrivé? C'est trop mystérieux, l'affaire de... J'étais dans le coin, je protégeais le puck, puis je me suis assis dans l'autobus, je jouais avec Marc-André Bergeron. Ouais. J'ai dit, Bergie, ça marche plus, là. J'ai dit, quelque chose qui se passe, puis ça a été ça. Wow. Ah non, puis là, j'étais allé voir. Ça, c'est drôle, parce que là, je m'en vais à le GM, là, je dis, je vais prendre j'arrête de jouer, je retourne à la maison, puis là, il dit, non, il dit, gars, je vais prendre 2-3 semaines de vacances. Là, il me nomme des places. Il dit ça, il dit Guillaume, il dit, là, il me nomme une ville suisse, man. Plein de villes. Là, je m'en vais sur Internet, pendant 2-3 jours, je check la ville. Là, je dis, gars, on va aller passer un 4-5 jours là-bas, on va relaxer, c'est des bains chauds, pis tout, ça va me faire du bien, pis tout. Parfait, on y va.
Fait que là, elle me fait confiance. Ben, moi, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Je m'en vais sur Internet. J'ai booké dans une ville fantôme. Je te jure. On monte, là, on est dans les montagnes en Suisse, là. On met le GPS, comme ça dit 4h30. Là, on montait. C'est comme une ville de ski alpin qui fait des compétitions. Mais il y a une compétition une fois par année. Sinon, il y a un hôtel puis un restaurant. Voyons donc. Ouais, je te jure, on s'est retrouvés dans Ah là, je vois vraiment pas bien! une ville fantôme par rapport que je pensais Wow. je m'en allais dans une autre ville puis non, C'est ça a là que tu as su été que c'était terminé. ouais, c'est ça. J'ai dit ouais, je pense que là c'est assez. C'est un signe du bon Dieu ça. Juste parce que le temps file puis que je veux qu'on prenne des questions du monde, qu'on Oui. on bosse un peu parce qu'on est dernier show, mais... C'est quelqu'un qui filtre? Qui filtre les questions. No. Ok, les C'est questions. bon, hey. Non. Je parlais pas de l'eau là. J'étais comme depuis le début, on est pas mal sans fil. Non, en fait, juste quelques petites questions. Rafale, là, juste rapidement, des trucs que je vais passer. Le speech, c'était quoi le speech que Paul McLean, le coach des sénateurs, vous avez fait dans une série quand vous jouez contre Montréal? Ça c'était écœurant ça. Il a mis 3 minutes de vidéo, un écran. C'était juste des mises en échec de nous autres, c'est le Canadien. Il a pas dit la crise de mots. Tout le lendemain. Good game, boys. C'est juste ça? Ah ouais, c'était ça le speech. Puis ça se marchait? Ben, Ils ont gagné en 5. Excellent. Ouais. Parfait. On salue Ah, Lars c'est Eller. je voulais voir si Ouais, c'était... c'est la- ça On changeait. salue Lars Eller et le coup de Eric Graba, Ouais, qui avait arraché un bout de la tête. Oh, fuck, ouais. Alors, sinon, oui, une autre affaire que je te demandais, c'était... je sais pas ça veut dire quoi, c'est toi qui va falloir qu'il m'aide. Ta première impression de la ville hongroise, qu'est-ce que je Ça, c'est le public, ça, c'est mon frère, c'est sûr. Là. Ouais, ça, c'est Olivier. Euh, Mais c'est quoi, c'est ton frère qui se Non, dit mais pas? ça, non, pas en tout. Quand pas en ça implique tout. 3 prostituées mortes, on va y aller ailleurs. Ouais. Non, mais dans le sens que, tu sais... Il y en a une qui est pas morte. Mais moi, Non, mais ça, c'est... C'est une niaiserie? Non, même pas, c'est juste que, tu sais, j'ai fait des villes, tu sais, mais je veux pas les villes dans la Ligue nationale, c'est comme Los Angeles, c'est comme, t'as des méchantes belles villes écœurantes, puis après ça, je suis allé jouer en Suisse, c'est comme Genève, Zurich, tu sais, Puis là, mon frère, il jouait à, justement, Saskis Fervor en Hongrie, dans la Ligue de l'Autriche. Ouais. Man, j'ai mis les pieds là, j'ai dit à ma mère, je peux pas croire que je passe 10 jours ici, là. C'était vraiment l'Europe de l'Est, vraiment, là, la vieille mentalité, pas d'arrêt. Vraiment, je te le dis, là, j'étais loin de ce que je m'imaginais. Puis finalement, ça a été un trip incroyable. Ça a été vraiment trippant. Puis le hockey en Europe, si on était capable d'emmener une partie du hockey européen au c'est Québec, vrai. dans le Centre Bell, tabarouette, ça serait écœurant. Le monde, il chante des tambours, il y a des buts, c'est le monde qui... Ah non, c'est... La game J'aime que bien je- Grégory Charles le samedi, là, mais c'est différent. C'est quoi la toune que quand le Canadien score, t'as plus envie qu'il score, là? C'est pas... le but, c'est quoi la toune qui marche? En tout cas, c'est Allez, catastrophique. allez. Ouais, Allez, ouais, Montréal? c'est ça, là. Ouais, Non? ça arrête, ça. Mais je Manqué- savais pas. j'ai manqué de c'est ça, saison, là. Ah, mais c'est C'est ça, là. catastrophique, j'espère. À un moment donné, c'était une toune de YouTube. Tu sais, quand j'allais voir une game en Suède, justement, la finale, là, dans Elias Pettersson jouait, c'était une petite arena, au final, quand tu penses, c'est 7-8 000. Ouais. C'était puis on s'entend pas le budget du Centre Bell, c'était 1000 fois, des frissons, puis c'est même pas le Ouais. Centre Bell. Puis là-bas, ils remercient les... ouais, excuse, j'ai coupé. Vas-y, mon Chris, non, vas-y. Là-bas, les joueurs, ils remercient toujours, à chaque match, il faut que tu remercies le partisan. Fait qu'ils font le tour de la glace, puis ils saluent tout le monde, puis il y a des danses, puis il y a des il y a des fans qui vont en autobus sur la route. Ben, ils ont une section réservée que les joueurs sont au courant, puis ils vont aller les remercier avant la fin du match. Puis là, mon frère avait emmené mon gars avait 10 ans dans le temps, puis il l'avait emmené sur la glace. Puis il avait fait faire la danse avec le public, puis le public avait ah ouais, mon gars, man, là je l'appelais l'animateur de foule, là, tu sais, il est là-bas, c'est comme des danses, les bras dans les airs, non, il avait trippé au bout, là. C'est vraiment pense que- différent de nous autres. Il avait Ouais. glissé sa patinoire, je pense, d'où Ouais, c'est sa ça. première commotion. Exact. Fait que là, il se promenait avec un casque toujours. Petit casse en styrofoam. Mais Dernière, cela dit, la saison prochaine, quand les Canadiens vont scorer, je pense que ça va être tombé à l'eau, je pense. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est drôle, Mais parce c'est que... ici, au Ça, balai. c'est très bon. C'est très bon. Mais ça, c'est drôle parce que je coach à Magog, tu sais. Puis on gagne une game. C'est Félix Potvin, le coach l'autre bord. Puis fait que là, on gagne 6-7-2. Moi, j'ai un de mes joueurs qui a eu qui était en commotion. Ça faisait un mois qu'il jouait pas. Puis là, il se fait pogner 2-3 icing, peut pas changer. On est pogné. Fait que là, moi, pour moi, m'en crisse bien de l'autre. Excusez, m'en fous bien de l'autre bord. Mais j'écoutais le podcast avec un autre Ah gars. ouais, Puis j'ai dit, c'est c'est ça. ça un podcast. On sac, on Exactement. s'en sac. Fait que là, je me laisse aller. Mais là, fait que là, je prends un time-out. Puis là, Félix, man, pète les plombs, tu sais. Puis justement, fait que là, c'est 7-2, je prends mon time-out, Félix pète les plombs, m'attend au centre de la glace, veut quasiment se battre avec moi. Ah, voyons. Game d'après, c'est 6-2 pour Magog. Félix call un time-out. Ben, moi, je suis dans la game, je fais mon... Ben là, il me sac tomber à l'eau, man. Là, là, moi, je suis concentré, pis là,
j'entends une note, là, je me reviens, man, mes 2 assistants, ben crampés, man, plus capables, puis là, tous les parents de mon équipe, crampés, ben raides. Fait que ton gag était très, très bon. Merci. Très à point, Sambraton.com pour des billets. Je me souviens que quand Théo était revenu jouer à Montréal, sa première game, qui au Colorado, la première, je pense que j'étais au Centre Bell, la première pause qu'il y a eu de time-out puis qu'ils mettent une tune, ils ont mis la tune de Paris Hilton. C'était quoi là, sa tune? Encore une histoire de médias, ça. T'es sûr? Ben, je sais pas, j'ai joué avec Théo à Montréal puis Okay. au Wild, fait que je sais pas. Ah, c'est ça. Il l'a déchaussé, la petite. Sambreton.com. Dernière question avant qu'on aille parler au public quand même. C'est quoi Guillermo Press? Ah, ouais, non, ça c'est juste parce qu'on avait dans le gym où je m'entraînais, il y avait un leg press, puis les gars le faisaient tout, puis il y avait des gars super forts, mais puis là il levait, mais moi quand je le faisais, la machine elle levait, puis parce que je veux pas, j'ai une force physique quand même assez grande, là. Fait que là, les gars étaient tous impressionnés de ça, là. Fait que ça, c'est sûr, c'est encore de mon frère, une autre niaiserie, là. Mais c'est ça. Fait que ça a resté, puis je pense que mon record n'est pas battu à ce jour. Fait que c'est sûrement la seule place dans le gym que j'ai réussi à faire un record. Non, mais on va y venir plus tard. Je vais t'expliquer plus tard. Je veux quand même qu'on prenne les questions. Il y a des gens qui sont quand même sont déplacés. Je vais voir. En face de toi. Il y avait deux, ouais. Non, je vais les ignorer, non, c'est pas vrai. je vais prendre vous deux. On va commencer avec monsieur, puis la première, puis le deuxième après, ici. Yes, ton nom c'est? Xavier, et ta question, c'est pour qui? En fait, j'ai 2 questions. Oui, regarde, je vais même avant avec toi avec le micro. Yeah, vas-y. Super. Première question, c'est qui ton chanteur country préféré? Deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé entre Sakou et Kovi? Ah, c'est bon, ok. Mon chanteur country préféré, c'est en ce moment Luke Bryan. C'est pas mal mon choix en ce moment. Country américain. Bon, c'était pas nécessaire dans ton intervention. Là. Toutes mes interventions sont pas très bonnes. Puis entre Sakou puis c'était plus Sakou puis Mike, je pense qu'il y avait une tension entre Sakou puis Kovi. J'ai pas souvenir de quelque chose qui s'est passé là. Honnêtement, en même temps, le je pense que c'est vraiment plus Sakou puis Mike. Ouais, C'était quoi, Mike, mettons, pour... Ben, c'était tapé sa gueule dans une pratique puis tout. Non, moi, je sais, mais je veux dire... C'était 2 gars qui voulaient le spot de centre numéro 1. Ok, là, ok, tu sais, c'est c'est ça. Ouais, mais le trade de Ribeiro, on l'a gagné. Prochaine question. Yanné Ninima. Yanné Ninima, je pense, non? Ouais. Hey, lui. Oui, Anthony Gauvin de Bauer, anciennement venu y en a-tu qui ont écouté l'épisode avec Anthony à Dreadcity? C'est Anthony Gauvin, tout le monde. Tu voulais, come on. C'est une question en 2 temps aussi, avec l'histoire de Steve Montador puis Daniel Carcillo aussi qui est venu sur le public pour dire qu'il traderait toutes ses coupes pour récupérer sa tête. Je veux savoir, tu parles de l'avenir par rapport à toutes les commotions que tu as subies, puis autrement aussi, comment tu vois l'avenir dans le hockey par rapport au coup à la tête, mise en échec, contact? C'est des bonnes questions. Oui, honnêtement, oui, l'avenir me fait peur. Ça, c'est 100% sûr. Quand je regarde, j'ai mon gars qui a 11, ma fille va avoir 6 au mois d'août. Ouais, c'est sûr que ça fait peur. On connaît tellement rien. On sait pas où ce que ça s'en va. L'avenir là-dessus. Quand on regarde toutes les maladies que ça peut emmener, là, surtout l'Alzheimer, des choses comme ça, je pense que ça fait extrêmement peur. Puis de savoir que le cerveau on a un cerveau de 75 ans, mettons, à 50 ans, ça fait assez peur, surtout quand on regarde déjà que le corps à 32 a l'air de 55. Là. Honnêtement, oui, ça fait peur. Puis de l'autre côté, je pense, il n'y a pas grand-chose qu'on peut changer au niveau des mises en échec pour moi. D'agrandir la glace, ça changerait notre game nord-américaine. Est-ce que au final, on s'adapterait? Sûrement que oui. Je pense qu'on serait capable de le faire, de trouver, mais ça part des joueurs. Ça part des joueurs puis du respect qu'il faut avoir en nous autres. Puis au final, je le comprends que c'est une business, je le comprends qu'on fait pour l'argent. Puis puis quand je dis pour l'argent, c'est les gars, quand on l'a vu là, dans les playoffs, là, quand on gagne la coupe, puis ces affaires-là, c'est ailleurs. Là. Mais je veux dire, il reste qu'au final, on a un poste à gagner, on a un poste à combler. Puis des fois, on oublie peut-être l'humain qui est en arrière de ce chandail-là. Puis il faudrait peut-être arrêter de l'oublier. Puis moi, j'ai vécu une affaire de même à mon premier match hors concours à 18 ans quand j'avais mis fin à la carrière de Rob DiMaio. Ça a été quelque chose que même aujourd'hui, je vis mal avec ça, dans le sens que tabarouette, c'est pas ce qu'on veut faire, mais au final, le résultat est ça quand même. Fait qu'il faut trouver une façon de se respecter. Puis
changer les façons de faire, mais de quelle façon, c'est pas en éliminant pour moi les mises en échec, c'est pas, je pense pas que c'est le chemin à prendre. T'es plus intelligent que t'as l'air, Guillaume. Y a-t-il d'autres questions pendant qu'on a Guillaume, monsieur là, puis dans le fond, toi, on va commencer avec toi, vu que t'es un petit peu plus proche. Oui, vas-y. Ton nom, c'est? Philippe. Philippe. Avant du coach Midget 3A, t'aurais-tu quelques noms de jeunes à nous citer, mettons, à nous cibler, qui vont être le fun à regarder jouer dans 4-5 ans? Oh, on veut des noms de prospects de Midget 3. Ben, tu sais, comme, mettons, dans mon équipe que j'ai coaché, cette année, j'ai Maxime Trépanier a été invité avec les Sénateurs d'Ottawa. J'ai Vincent Marleau qui a fait le camp avec le Canadien. Mais sinon, j'ai été dans les années de Pierre-Olivier Joseph, qui a été le premier choix avec les Coyotes. Il a été échangé contre Exact. avec Galchenyuk. Raphaël Lavoie. J'ai coaché contre Alexis Lafrenière. J'ai coaché contre Joe Veleno. Des gars comme ça. Olivier Rodrigue. T'as coaché Alexis Lafrenière? Non, contre. Okay. Ouais. Puis, mais c'est le fun de voir, c'est trippant de voir. Justement, c'est un des niveaux que je trouve super le fun parce qu'ils sont vraiment, c'est le premier step majeur un peu du hockey mineur pour ces kids-là. Puis je prends souvent l'exemple de Lafrenière parce qu'on veut tellement, on n'accepte plus que nos jeunes progressent avec la progression qu'on doit avoir. On veut tout de suite, il est bon à 14 ans, faut qu'il joue. Non, c'est correct de dominer notre niveau, c'est correct d'être bon, puis c'est correct de faire les choses comme il se doit. Puis je trouve que des fois, on veut que nos jeunes montent trop vite. Et ça, au final, moi, je suis sûr, justement, quand on parle de Lafrenière, tu sais, lui, il a joué à 15 ans Midget 3, à 14 ans, il a joué au Bantam 3, il a fait tous les niveaux comme il faut. Puis on regarde aujourd'hui où ce qui est rendu, puis on regarde dans l'histoire de la Ligue, quand on a voulu faire progresser des joueurs trop vite, ça n'a pas fonctionné. Pour ceux qui n'ont jamais entendu le nom d'Alexis Lafrenière, c'est celui qui est peut-être pressenti comme le premier choix au repêchage du repêchage de 2020, l'année prochaine dans la Ligue nationale. Il serait peut-être, s'il était le premier, ce serait le premier Québécois depuis, je pense, Vincent Lecavalier. Fleury, je pense. Fleury, ouais, peut-être. 2003, ouais, c'est vrai. Ça me fait plaisir, Dave. Désolé. J'ai l'air de quoi, là? D'un petit cœur devant mon monde. Ça se fait pas, ça. Non, c'est pas vrai. On avait quelqu'un, monsieur en arrière? Oui, c'était toi en arrière, oui. Question pour toi. Ton plus beau moment à Montréal, Ottawa, puis à Minnesota que tu vas te souvenir toute ta vie. Plus beau, donc vraiment, vraiment, ça va t'en souvenir. Donc, on demande à Guillaume si c'est le plus beau moment à Montréal, à Minnesota. Ottawa, il l'a dit tantôt, il n'avait comme pas, mais sinon. Invente-en un, Chris. Je vais me forcer. Puis t'as aussi fait le tryout à Phoenix aussi, on n'a pas parlé, mais les 15 minutes. Mon meilleur camp à vie, ça. Ben, pour vrai, oui, t'avais eu des bonnes prestations. J'avais eu un méchant bon camp, ça avait super bien fonctionné. Mais honnêtement, non, pour vrai. Là, je sais, c'est vraiment ironique que le meilleur camp qui avait vraiment bien fonctionné, t'as pas eu d'offre de contrat finalement. Il m'avait fait un contrat two-way d'aller, c'était Portland. Puis je savais comment que la Ligue américaine était, puis je connaissais aussi comment j'étais fragile. Ouais. Puis je pouvais pas me permettre d'aller dans la Ligue américaine. Ça aurait pas fonctionné. Mais pour répondre à la question, mon meilleur moment à Montréal, c'est sûr, c'est mon premier match, mon premier but. Je veux pas, c'est sûr. La première fois contre qui? C'était à Edmonton, mon premier but. Puis mon premier match, c'était à Buffalo. Tu sais, ça reste gravé tout le temps. La première fois que tu mets le chandail puis tu sors du corridor, ou la première fois que t'étais avec ton chum là à pied, tabarouette, puis là, c'est les images en haut des joueurs qui défilent. Tu sais, c'est un trip que tu peux pas oublier. C'est sûr que Montréal a ce côté-là que j'ai vécu. Avec le Wild, je me souviens d'un moment que ça a été vraiment débile. C'est quand je me suis assis à Dallas. Je me souviens de l'endroit, j'étais à Dallas, je me suis assis sur le banc, m'a préparé ma game. Il y a toujours les stats de l'équipe adverse. Puis là, c'était écrit meilleur compteur, Guillaume Latendresse. C'est comme, avant que je suis dans la Ligue nationale, puis je suis le meilleur compteur de mon équipe. Je trouvais ça hot. Ça a été un moment vraiment hot. Puis à Ottawa, un de mes plus beaux buts peut-être en carrière aussi. Je revenais d'une commotion, j'ai manqué 6 semaines, je pense. C'était l'année du lockout. Premier chiffre de la game. Fait 6 semaines, j'ai pas joué. Je pogne le puck avec Chara à côté de moi, je coupe au filet, déjoue tout Carras, crisse le puck dedans. Fait que c'était comme, je revenais, là, tu sais, j'étais sûr que c'était reparti. Fait que c'est comme des moments tout différents de l'étape de ma carrière. Tu sais, Ottawa, ça a été je sais même pas si c'est peut-être mon dernier but que j'ai marqué dans la Ligue nationale, mais il reste qu'au final, c'était 3 tranches complètement différentes. Ouais, très cool. Peut-être le temps pour une dernière question pour Guigui. Hop, juste ici en avant. Oui, monsieur. Ah oui, mais Sylvain Taillandier qui est aussi venu au podcast, s'il vous plaît, tout le monde. Un épisode enregistré en France, là. Donc, Sylvain, une question pour Guillaume. Oui, je voulais savoir comment tu avais abordé ton rôle de consultant et analyste à RDS. Et puis, est-ce que tu t'en servais pour faire passer des messages ou ta philosophie du jeu, enfin comment tu le concevais, peut-être que ça a évolué d'ailleurs ta vision de ce rôle-là.
Oh, donc Guillaume, pour comment il voit son rôle de consultant à la RDS. Peut-être répondre avec l'accent français aussi, là, pour s'assurer que... Question que ça soit vraiment drôle. Par respect pour Sylvain. Par respect. Mais ça a été, honnêtement, mon rôle de consultant, je le vois comme une opportunité, puis une chance aussi que j'ai de... Tu sais, c'est pas à tous les jours qu'on a la chance d'être assis, puis d'évaluer une game de hockey avec Guy Carbonneau, on avait Jacques Demers, on avait Mario Tremblay, on avait Bob Hartley, Michel Therrien. J'ai la chance d'être assis avec des gars qui sont au Hall of Fame ou qui vont rentrer, puis de se challenger sur des situations de jeu que moi j'ai joué en 2000, je pense pas pareil comme le gars, puis au final on se respecte, puis on trouve un terrain d'entente, puis parce que ce qui arrive en ondes souvent, on arrive au produit fini dans le sens que le jeu qu'on a vu, on en a parlé, on en a débattu, puis on s'entend sur un point puis une façon de faire qui est correct, mais il reste qu'avant ça, les Canadiens jouent, il y a 3 heures de débris, de jasage puis de préparation puis mais je suis pas d'accord avec toi, puis fait que c'est trippant, puis c'est une opportunité pour moi que j'ai. Puis oui, je prends ce bagage-là que les médias me donnent pour ramener ça avec mon équipe, puis dans ma philosophie, ma vision moi je suis un gars je le disais tantôt, je suis un gars de développement. Moi, je pense qu'il faut développer nos joueurs, puis qu'aujourd'hui, on veut en faire... on veut pas je regarde des pratiques de jeunes atomes qui font des sorties de zone, mais tabarouette, ils sont pas capables d'attraper une passe des deux bords. Je pense pas qu'on est à la bonne place. Je pense qu'il faut ramener le hockey, l'évolution du joueur comme il faut, le développement du joueur, puis de mettre du temps sur des choses, puis d'acquérir des choses avant de passer à l'autre niveau. Puis je trouve qu'on fait erreur là-dessus. Tout ça entrecoupé de Michel Bergeron qui dit oui. J'ai pas été avec Michel, moi. Ah, tabarouette, ben ça c'est plate. Mesdames et messieurs, on a déjà busté de 15 minutes, puis le Zoufès a eu la gentillesse de nous laisser. C'est qui dit ça? Pas quelqu'un pour le Zoufès, je pense, non, c'est ça. Zoufès, il est en train de se faire sortir par l'équipe du Zoufès. Non, mais honnêtement, juste avant de terminer, j'ai ici une rondelle de Dread Tape que Guillaume a eu la gentillesse de signer. Et j'aime ça finir les enregistrements live en faisant tirer la rondelle avec une petite question trivia. On ferme le lumière. Et on revient justement, il disait c'est le seul record que j'ai, mais non, justement, c'est ma dernière question. Puis allez-y à main levée, je vais vraiment aller avec ce que je vois, c'est-à-dire les 2 premières rangées. Non, mais avec ça, mais en fait, ma question est la suivante. C'est je vais l'aller pour vraiment pas dire n'importe quoi, mais puis lever la main, puis le gagnant avec la bonne réponse gagnera la rondelle. Mais pour quelle raison, on parlait de record, pour quelle raison Guillaume est-il dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey? En arrière, tout de suite. Je l'ai vu tout de suite. C'est le père à Guillaume, d'ailleurs. Yes! On va l'avoir à la POC. Le premier but, le 1er janvier, il a marqué un premier but tout de suite, le premier joueur de la Ligue nationale de hockey, je me souviens. Je sais plus, c'est quand je jouais pour Minnesota, là. T'as marqué le premier but, genre... C'est vraiment pas ce que j'avais en tête. Dans Chelsea, le record que t'as, j'avais marqué le premier but... Non, c'est vrai, il a raison. J'avais marqué le premier but de l'année 2010. On jouait à Helsinki, en Finlande. J'avais marqué le premier but de la Ligue de l'année 2010. OK. Ouais. Mais c'est pas la bonne réponse. Mais bravo, c'était très bon. On va te donner... Non, c'est pas moi qui anime, quand même. Honnêtement, vu que c'est ma réponse... vu que c'est une réponse, tu viens de me voir, je t'ai donné une affiche signée pour la, non, mais pour parce que c'est quand même vrai. On a un sac de demi-poc. mais l'autre, maintenant qu'on parle de saison régulière nord-américaine, y en a-tu qui ont une idée de quel record? À gauche, là, tout de suite, dans le fond. Ouais. Oui, madame? Le premier joueur à avoir porté le numéro 84. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est le premier joueur de la Ligue nationale à porter le numéro 84, le numéro qui était vierge. Bravo, Guillaume. Et le dernier numéro jamais pris de 0 à 100. Oui, c'est ça, c'était le numéro vierge qui est... Le seul. Que Guillaume a changé. Ça, c'était pas voulu. Je pas au courant. Okay. Fait que, écoute, t'as gagné. Fait que, juste après Pour les gens en audio, il vient de faire semblant de la lancer. Les gags du jeune en podcast. C'est ça. Avant que j'oublie, dernière affaire. Premièrement, merci à Les Zoufès de nous accueillir une autre année. Ça a été vraiment le fun. C'est la parfaite salle. Ça fait 3 ans que c'est le même garçon qui s'occupe de tout, puis qui fait qu'on peut écouter, pour ceux qui sont pas en ce moment, qui peuvent l'écouter dans saison 4, là, ça va être. Je vous demanderai, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour Alex au son, encore. Gardez vos applaudissements pour Barbara, qui est à la salle ici de la balustrade, pour le Zoufès. Barbara, qui nous a beaucoup aidé. Sabrina aussi. Cindy, tout le monde au Zoufès.
Merci encore à vous d'être venus. Dernière affaire que je vais dire, on va sortir dehors. Shooter, il y en a qui disent. On va sortir dehors. Guillaume a eu la gentillesse complètement indépendante d'amener des cartes de hockey. Il a amené quelques cartes de hockey de son époque des Canadiens qu'on pourrait qualifier de collection. Puis on a amené des Sharpies, donc il y en a qui veulent une super belle carte. Le poids est plus le bon dessus en passant. Et Guillaume va être là puis peut vous signer, donc c'est vraiment gentil de sa part. Encore une fois, s'il vous plaît, tout le monde, pour Sam Breton et Guillaume Latendresse au ZooFest. Merci. Merci vraiment d'être venu faire un tour, tout le monde. Merci vraiment. On sort dans quelques instants. Merci. Bye bye, bonne soirée. Merci David, je t'aime. Yes, sir! Merci aux boys Guigui et Sam et à évidemment toute l'équipe du ZooFest qui nous a permis de déborder. Comme vous avez pu remarquer, on a fait plus qu'une heure et de déborder de notre case horaire. Ça a été franchement apprécié. Ça nous a permis de profiter au maximum de Guillaume. Merci surtout à ceux qui se sont déplacés, qui viennent à chaque année voir les enregistrements ZooFest. Merci, vous apportez beaucoup au podcast. Merci évidemment à tout le monde qui ont travaillé sur le show là-bas, à la technique. Je voulais aussi vous dire... Guillaume, merci à Guillaume aussi d'être resté après. Il avait amené des cartes de hockey du Canadien et il a signé les cartes pour les gens qui étaient là et c'est vraiment un beau souvenir. Puis c'est le genre d'affaire qui peut arriver quand vous venez voir des enregistrements de Dread sur le tape, d'avoir accès aux joueurs, à l'artiste, à l'invité, peu importe, et de rejaser un peu. C'est cette relation-là privilégiée qu'on a avec eux et je les remercie de leur générosité. Je vous rappelle également, c'est un ordre. Vous allez immédiatement au sambreton.com. Attendez pas que je me fâche. Allez vous chercher vos billets pour Sam Breton, un gars qu'il faut absolument voir sur scène. Si vous voulez me jaser, je vous rappelle, venez faire ça sur notre page Patreon, patreon.com/dreadsultape. Les épisodes sont là d'avance, il y a des tirages, on jase de plein d'affaires. Patreon.com/dreadsultape. Mon neveu dit que c'est sick. C'est pas vrai, il a jamais dit ça. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de tomber en amour. Wouh! Ouais, je me sens folle. Bonne semaine. Bye bye. OK, madame.